Ce qui me caractérise le plus, c'est de n'avoir jamais rien lâché. J'ai une espèce d'engagement personnel dans mes projets qui fait que je vais toujours au bout. Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour Clarisse. Bonjour Gaël. Merci beaucoup de nous accueillir chez Bold aujourd'hui pour raconter cette sacrée aventure. Je vais te laisser te présenter rapidement. Mais tout de suite, j'ai envie de te lancer sur la phrase qui te définit sur le site de Bold, le petit slogan « Never give up ». Ouais. Pourquoi ça te caractéristique ? C'est amusant, tu me fais commencer par... en fait, je l'ai indiqué comme ça parce que je pense que dans mon histoire, ce qui me caractérise le plus, c'est de n'avoir jamais rien lâché. D'abord, j'ai une espèce d'engagement personnel dans mes projets qui fait que je vais toujours au bout, parfois même à mon détriment. À partir du moment où un jour j'ai décidé de m'engager, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet ou dans une aventure entrepreneuriale ou même vis-à-vis d'un client, j'ai toujours été jusqu'au bout. Alors attention, il faut raison garder, j'ai quand même divorcé 2 fois, donc on peut se demander si c'est hyper cohérent comme façon de présenter les choses. Mais en réalité, bien que je me sois séparée, je conserve quand même la relation. C'est-à-dire que c'est important pour moi de considérer qu'à partir du moment où on s'est engagé dans une relation, même s'il y a des choses qu'on doit faire évoluer, parce que la vie, l'évolution, les uns, les autres, et d'ailleurs même dans une relation associée ou dans une relation amicale, on se doit de la faire évoluer, ça c'est sûr, on ne peut pas non plus s'engager à un point qui serait mortifère d'une façon ou d'une autre pour les uns ou pour les autres, mais on doit quand même considérer qu'on ne s'abandonne pas, on reste quand même proche, on continue à être ensemble et à avancer ensemble. Et typiquement, avec mes clients, tu vois, ça fait partie de mon histoire et je commence tout de suite un peu par ça. J'ai passé 4 ans, j'ai dirigé pendant 4 ans un bureau en Charente. Alors que moi, je connaissais pas du tout la Charente. J'étais une vraie Parisienne et j'ai débarqué là-bas un jour. C'était entre 2008 et 2011, à peu près, 2006 et 2011, pardon. Et donc, j'ai dirigé un bureau là-bas. Et encore aujourd'hui, les clients qui ont souhaité me conserver comme avocat et rester avec moi le sont toujours. Et si je dois aller là-bas pour les voir, j'y vais. Voilà, je n'abandonne jamais. Et donc, c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans les projets. Voilà, j'ai un niveau d'engagement qui est assez élevé. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens et un petit peu quel métier fais-tu ? Je suis avocate depuis 2000, 7 février 2000, donc ça fait 20 ans cette année. Génial. Voilà, je fête mes 20 ans, ça fait 20 ans il y a un mois quasiment jour pour jour. J'ai prêté serment assez tôt puisque j'avais 23 ans. Et j'ai fait du droit vraiment comme s'il n'y avait pas d'autres options possibles. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac et je suis rentrée en fac de droit. Je me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait d'autres options. C'était évident pour moi. Depuis que j'étais toute petite, on m'appelait l'avocate à la maison. Donc, je suis devenue avocate par vocation presque. C'est-à-dire que c'était le métier que j'allais faire, je le savais. Et tu avais des rôles modèles ?
Pas du tout. J'avais absolument aucun avocat dans ma famille, ni même un juriste, ni même des gens qui avaient fait des études véritablement supérieures. J'étais un petit peu la seule dans cette situation. Mais bon, j'ai toujours eu des facilités à l'école. J'avais sauté une classe. C'était pas très difficile pour moi. Le parcours scolaire n'a jamais été un obstacle. Et donc, je voulais être avocate et je suis devenue avocate. Mais c'est-à-dire que, bon, bien entendu, dans ce type de parcours, tu as toujours des moments où tu doutes de ce que tu es en train de faire et de ta possibilité de le faire pour plein de raisons. Il est arrivé un moment de l'histoire où mes parents avaient pas des moyens financiers qui me permettaient vraiment de poursuivre mes études dans des bonnes conditions. Donc, des difficultés à ce niveau-là, obligé un petit peu de composer avec cette donnée. Des moments de découragement, des moments où tu te dis mais j'avais pas la possibilité financière par exemple de payer ce qu'on appelle l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, qui permet de préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, et donc je l'ai passé en candidat libre. Donc tu t'es préparée toute seule, ok. Enfin, si on peut dire que je me suis préparée. Mais disons que oui, je l'ai passé en candidat libre. Et bon, si tu veux, là, à ce moment-là, c'est un peu du pile ou face, tu vois. Je veux dire, j'ai eu 10 à l'écrit. Franchement, j'aurais pu avoir 9, j'aurais pu avoir 11. Par contre, à l'oral? À l'oral, j'ai cartonné. Mais à l'écrit, j'ai eu 10. Donc, j'ai eu l'opportunité de passer l'oral. Voilà, tu vois, c'était pas... Il y avait rien qui... N'importe quoi aurait pu arriver à ce moment-là et mon histoire aurait été différente. Bon, j'ai eu 10. Il se trouve que c'était mon chemin et c'était une note de synthèse. Comme je n'avais absolument pas de méthode, j'avais juste lu rapidement les livres, mais je ne m'étais pas entraînée du tout. J'ai fait le minimum, je dirais, conventionnel, c'est-à-dire qu'il fallait faire une page double, citer tous les documents. Donc, j'ai vraiment fait le minimum conventionnel et j'ai eu 10, quoi. Donc, je me suis dit, on verra, c'est candidat libre, au pire, je recommencerai. Parce que, voilà, c'était que... Et tu as grandi à Paris? Absolument. Moi, je suis une Parisienne pure jus. J'ai grandi à Paris, j'ai grenouillé à Paris toute mon enfance, un petit peu de banlieue, mais quand même toute la prime jeunesse dans Paris. Je suis une vraie Parisienne. Ok, donc candidat libre. Tes parents te poussent? Du tout. Du tout. Non. Je suis pas du tout dans un environnement... J'ai une très grande fratrie, famille recomposée, comme on en fait beaucoup aujourd'hui. Mais bon, j'ai en tout maintenant, on va dire on est combien? Je sais même pas, tu vois. On est 6 filles de garçons, 8. Donc, grande fratrie. Après, on n'a pas tous vécu toujours ensemble en même temps, mais on était quand même au moins 5 à vivre ensemble en même temps en permanence. Voilà. Donc, une grande fratrie. Je suis la deuxième. Donc, du coup, quand même beaucoup de petits frères et sœurs. Donc, plutôt un joyeux bordel, on va dire, à la maison. Une vie un peu mouvementée. J'ai quasiment pas passé 2 années dans la même école. Alors si, j'ai eu quand même la période du collège où j'ai eu 3 ans dans le même collège, mais sinon j'ai beaucoup déménagé. À partir de la 3e, je crois que j'ai passé 1 an, à partir de la 4e même, j'ai passé 1 an dans chaque établissement. Je suis jamais restée dans le même établissement, donc j'ai beaucoup bougé et je me suis toujours adaptée. Et tout ça au sein de Paris? Alors, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque j'ai passé mon bac à Nice. Donc j'ai passé une année à Nice, l'année de mon bac, parce que mes parents étaient séparés, enfin divorcés même, et je suis partie chez mon père pour passer mon bac. Et je suis remontée à Paris immédiatement. Donc j'ai passé une année à Nice, effectivement. Au soleil. Voilà. Mais je voulais absolument rentrer à Paris, faire mes études à Paris. Bon, j'ai quasiment quitté mes parents juste après mon bac, donc j'avais à peine 17 ans, quoi. Voilà. Et... cette vocation, elle vient, l'image que tu avais de l'avocat ou je sais pas, du juge, du magistrat, peut-être que tu y pensais. C'était quelle image? Tu voulais de la justice? Tu voulais avoir cette robe? Tu voulais un statut social? Un statut? Tu voulais je sais pas. Non, en fait, je pense que j'ai toujours eu la défense chevillée au corps. Pour moi, c'était important. Je défendais mes frères et sœurs. Et puis, on m'appelait l'avocate parce que je prenais toujours un ton très sentencieux quand j'étais enfant et que je faisais des thèses, antithèses, synthèses pour expliquer pourquoi c'était pas si grave. Donc, on m'appelait comme ça. Et je pense que j'ai toujours eu en moi cette notion de défense. Et d'ailleurs, je dirais que même quand tu es avocat d'affaires et au final fiscaliste, puisque c'est ce que je suis, on reste quand même, quand on est avocat, attaché à cette notion qu'on défend des clients. Même aujourd'hui, dans cet écosystème entrepreneurial, on a un cabinet d'affaires, mais on est à côté d'eux pour les accompagner, mais c'est une forme de défense face
aux dangers divers et variés, même si on est plus dans une position de conseil que de contentieux, comme l'avocat qu'on imagine dans l'idée qu'on s'en fait. Pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on reste quand même dans cet esprit de défense. Donc, je pense que c'est ça. Après, il se trouve que dans mes études, j'avais des facilités aussi avec le français, la philo, l'histoire, l'éco. Donc, voilà, j'étais pas une matheuse. Donc, tout se positionnait bien. Et voilà, c'était ni pour être notable, si je puis dire, ni à la recherche d'une rémunération quelconque, sinon j'aurais franchement fait autre chose, alors, du moins quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment du délire, quoi. J'avais une rétrocession d'honoraires, donc c'était pas un salaire. Donc en 2000, 2500 € par mois. Rétrocession d'honoraires, donc en net, ça te fait 750 €. Tu vois, bon, c'est il y a 20 ans, certes, mais... à quand Paris, même pas il y a si longtemps que ça, tu vois. Oui, je veux dire, bon, c'est très peu, donc je l'ai pas fait pour l'argent. 5 ans, 6 ans d'études Oui, 5 ans de fac et puis le FB, oui, à peu près. Ok, donc tu te lances, candidat libre, et donc tu passes à ce moment à l'oral, tu t'en rappelles? Ah, très bien. Alors, très bien. Déjà, à l'époque, je fumais un paquet par jour quasiment, et je pense que j'ai fumé le paquet avant 8 heures, tellement j'étais stressée. Grand oral du CRFPA, donc l'examen d'entrée, qui est vraiment l'examen, on va dire, le plus difficile des deux, l'examen de sortie étant plus simple, plus accessible. Et c'est déjà, si tu veux, pour te raconter l'histoire, à l'époque, j'étais déjà avec celui qui est devenu après mon mari. Quand je passe les écrits, je travaille. À ce moment-là, je travaille en même temps. Donc, j'ai pas le temps de passer à la fac pour voir si j'ai mes examens ou pas, si j'ai mes écrits. Et donc, il y va pour moi. Hop, petit coup de voiture, il passe, il rentre et il m'appelle. Il me dit, oh là là, mais rentre tout de suite. Il faut que tu révises. Tu as les écrits. J'ai dit, non, mais tu déconnes. En plus, à l'époque, il y avait beaucoup de dispenses. Donc, j'ai passé vraiment que la note de synthèse. Je suis un peu en panique parce que j'ai rien foutu. Je rentre et là, j'ouvre mon bouquin de liberté publique. Ça allait être combien de temps après 3 jours. 3 jours, d'accord. Okay. Donc, c'était vraiment chaud, quoi. Et sincèrement, j'ai appris, vraiment, c'est véridique, hein, quasiment tout ce qu'il y avait dans le livre en une grosse nuit, quoi. J'ai fait des fiches, j'ai tout ingurgité. J'ai fait du gavage d'oie, quoi. Vraiment, je me suis ingurgité du truc. Et puis, je suis tombée sur un sujet extrêmement intéressant à l'époque. Et puis, il s'est passé ce qui arrive souvent quand je prends la parole à l'oral devant tout le monde et qui m'est arrivé un certain nombre de fois après, que ce soit au CNB quand j'ai été élue ou dans certains types de conférences où j'étais très intimidée. C'est que quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai dit n'importe quoi. C'est-à-dire que ce qui sortait de ma bouche était absolument incompréhensible. Un espèce de gloubi-bougga. C'est pas la première fois... Enfin, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais ça m'est réarrivé un certain nombre de fois après. C'est-à-dire la première fois que j'ai pris la parole au CNB devant les 82 élus, j'ai fait exactement la même chose. Maintenant, tu vois, tu m'y fais penser, j'avais oublié ce détail. Et j'ai dit n'importe quoi. C'est-à-dire que c'était incompréhensible ce qui sortait de ma bouche. Et à chaque fois, ça me fait la même chose. Je m'arrête comme ça en me disant, mais c'est pas possible... c'est quoi ton problème? Et je les ai regardés et j'ai éclaté de rire. Et ça m'est arrivé un certain nombre de fois après. Je pense que ça détend tout le monde, moi y compris. Et du coup, j'ai pu dérouler mon truc, mais j'ai vraiment éclaté de rire. C'est pas possible, c'est du gloubi-boulga. Il n'y a absolument aucun sens à mes sons, parce que c'est même pas des paroles. C'est impressionnant de quand même arriver à rebondir, de partir dans l'éclat de rire au lieu de certaines peut-être pleureraient et courraient se réfugier. Ah, c'est sûr, mais j'ai découvert ce jour-là que ça me faisait rire. Mais si tu veux, je pense que c'est ma façon à moi. D'ailleurs, on me l'a souvent dit plus tard, des gens assez inattendus. J'ai un rire d'évacuation, tu vois, un rire de déstress, quoi. Je ris souvent quand j'ai pas envie quand je suis embarrassée. Voilà. Et il faut croire que ça a été très... finalement, ça a fait du bien, ça a donné un peu sans doute de fraîcheur et de calme à l'ambiance. Et là, devant toi, l'oral, il y a 10 jurés? Non, il y a 3 personnes. 3 personnes qui sont donc un prof que tu connais en général, un magistrat et un avocat, je crois. Mais je me rappelle plus. Ça fait quand même longtemps. Et c'est
c'est un oral, il y a que toi qui parles ou tu dois défendre ou attaquer quelqu'un Non, en fait, en gros, on te donne un sujet. C'est un sujet sur les libertés publiques. Donc, on te donne soit un arrêt de jurisprudence, soit une décision de jurisprudence, et en fonction des grands principes constitutionnels et de liberté publique, donc de Cour européenne, ou enfin bref, tous les grands principes de liberté publique, et la décision prise par les juges, en général, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, je connais pas tous les types d'examens, mais je crois que c'est toujours comme ça. Tu dois faire une sorte de thèse, antithèse, synthèse, hein. Bon, ça reste quand même un grand oral, donc tu dois expliquer pourquoi cette décision est prise, pourquoi elle aurait pu ne pas être prise, etc., etc. Donc voilà, tu débats pas. Après, tu as des questions quand même qui sont posées, mais disons que c'est pour voir si tu as compris les principes juridiques et le raisonnement. Oui, ça c'était à l'entrée. Donc, c'est à l'entrée. Donc tu es déjà juriste depuis 4 ou 5 ans. Donc tu as quand même un raisonnement juridique. Tu as déjà peut-être fait des stages ou des choses comme ça. Donc tu débarques pas complètement. Et puis, disons, on vérifie ta capacité de compréhension par rapport aux grands enjeux. Mais c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est la première fois que je passais un examen de ce genre. Donc, Libération, juste après après, c'est fini. J'ai déroulé. Ça s'est très bien passé. J'ai été plutôt bien, puisque j'ai eu un 15, ce qui est quand même une très bonne note à un examen de ce genre. D'ailleurs, c'était ma meilleure note. Et tant mieux, puisque c'est celle qui comptait le plus, tu vois. Et du coup, je suis rentrée à l'école d'avocat. Ok. Voilà. Et donc là, ça dure 2 ans, 3 ans? Non, aujourd'hui 18 mois. À l'époque, c'était 12 mois. En gros, tu avais quand même une grande partie, 6 mois de stage et 6 mois d'école. Et donc voilà, c'est pas hyper intéressant l'école d'avocat. J'ai travaillé en même temps. C'est pas le moment le plus intéressant. Très honnêtement, le plus difficile est le concours d'entrée. Une fois que tu y es, c'est pas. Il y a des choses que j'ai apprises. J'en parle souvent. C'est un de mes profs. Je pense que c'est à l'école d'avocat que j'ai découvert en fait l'importance de travailler sur, je dirais, les soft skills et qui je suis. Et de plus, je dirais, me ramener à moi et à ma vérité intérieure. Je raconte souvent cette histoire. Il y avait un cours qui a eu un grand impact sur moi, c'est le cours d'expression orale. Moi, je croyais, quand j'ai commencé l'école d'avocat, que c'était en gros, on t'apprenait à faire des effets de manche et à plaider devant un juge. Tu vois, c'était des techniques d'expression orale pour moi. Et en fait, c'était déjà un peu une forme de développement personnel, de cours de développement personnel, puisqu'on t'apprenait en fait à t'aligner, à être plus congruent, à avoir finalement une pensée et une attitude qui sont alignées. Et donc, moi, à l'époque, si tu veux, tu vois mes cheveux, j'ai des gros cheveux frisés qui prennent toute la place. À l'époque, moi, je voulais ressembler à un avocat. Je venais pas d'une famille de juristes. J'étais plutôt d'une famille... on était plus des pirates, quoi. C'était pas du tout la même ambiance. Pour moi, je venais pas d'un milieu bourgeois. Je rentrais pas dans les codes de tous mes copains. Du moins, l'image que j'en avais, tu vois. Donc, je plaquais tous mes cheveux. J'avais des chignons serrés. Voilà, exactement. J'étais vraiment l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Et de avec qui tu des es, petits en fait. tailleurs, des talons. Enfin, vraiment, de qui je suis, exactement. Et de ce qu'on a créé, finalement, une fois qu'on est devenu notre vrai nous. Et ce prof, donc, un jour, je sors de l'ascenseur et il me dit « Clarisse, un peu de sérieux ». Et là, je comprends pas. Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Je veux dire, plus sérieuse que moi, ça n'existe pas. J'ai 19 ans, je suis à l'école d'avocat, ils ont tous 3 ou 4 ans de plus que moi, je travaille comme un chien. Mais pourquoi il me dit ça? » Et je le prends hyper mal, en fait. Mais en fait, c'était volontaire. C'est-à-dire, en gros, lâche ce masque, quoi. Lâche ce masque. Sérieusement, on revient à l'essentiel et à toi. Exactement. T'es trop sérieuse, t'en fais trop. Voilà. Bonne élève, voilà. Et je pense que ça a été la première marche pour moi d'un parcours qui a duré une bonne dizaine d'années où, entre mes lectures, mes stages, mes formations diverses et variées, j'ai beaucoup travaillé sur mon réalignement et puis d'une certaine façon, c'est un travail qui s'arrête jamais. Non, une fois qu'on a commencé, et c'est un travail qui s'arrête jamais et c'est un travail constant. Exactement. Parce que tout dans la vie, à chaque jour, peut nous faire désaligner.
dévié. Et on a toujours de plus en plus d'opportunités aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est et chaque c'est une attention. lecture te ramène à quelque chose. Et puis bon, c'est aussi un entraînement. Donc quand ça fait 10 ans, voilà, c'est un entraînement de voir les lectures, de dire tiens, à quoi ça me fait penser, en quoi ça me permet d'évoluer. Donc après, voilà, c'est finalement ongoing, et puis tu t'arrêtes jamais, et tant mieux peut-être. Voilà. On va sûrement y revenir. Et du coup, après donc tu as CAPA, le CAPA, tu as le barreau, c'est ça? c'est ça. C'est là où tu choisis cette spécialité déjà de fiscaliste? Non, c'est avant. Ça, c'était Non, avant. c'est bien avant. C'est-à-dire que tu vois, tu fais. Bon, alors maintenant, c'est un petit peu changé, mais ça revient à peu près au même. Aujourd'hui, tu as licence, Master 1, Master 2. Et la D'accord, licence, et c'est en c'est pour le 3 ans. master. Ok. Nous, c'était le DUG, année 1, année 2. Après, tu avais la licence, et après, tu avais la maîtrise et le DESS. D'accord, Ça d'accord. revient au même, ça fait quand même tes 5 ans à la fin. Donc, c'est en DESS. C'est ma dernière année, ce qui correspond à Master 2 aujourd'hui. Mhm. J'étais donc, moi, en droit des affaires, maîtrise droit des affaires. Et j'avais déjà une forte appétence pour la compta et la finance. Et Ok. le DSS de fiscalité appliquée de ma fac est dirigé par non pas un juriste, mais plutôt un ingénieur, enfin un financier. Mhm. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. J'ai des bonnes notes en compta, je suis plutôt assez douée, mais j'ai pas de mention en maîtrise. Donc c'était quand même un obstacle. Sachant qu'en plus, en 2000, je deviens avocat, mais en 1999 et même 1998, l'année où je rentre en DSS, on est encore au XXe siècle, au siècle dernier. Là, à cette époque-là, il y avait pas vraiment de DSS de fiscal. C'était les tout premiers DSS de fiscalité appliquée. Avant, quand tu étais fiscaliste, c'est que tu venais de l'administration fiscale et que tu devenais avocat. D'accord. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient formés par l'École nationale des impôts. On n'était pas fiscaliste universitaire. Donc, c'était le tout premier, un des tout premiers diplômes de fiscalité 100% universitaire. Et il m'a pris, je pense qu'on était 2, pas avoir de mention, donc j'étais très émue. Honnêtement, j'en ai pleuré, je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait dans mes études, parce que même mes écrits au CRFPA m'ont pas fait pleurer comme ça, c'était l'année d'avant. J'étais vraiment très émue qu'ils me prennent dans son DESS. Bon, j'ai toujours eu un petit côté compète, et aussi, si tu veux, faire de la fisca, c'était un peu l'élite des juristes, tu vois, à cette époque-là, du moins. Tu sortais, je veux dire, le boulot pleuvait, il y avait du M&A à plus savoir qu'en faire, on était en 2000. Voilà, tu n'avais aucun problème pour trouver du travail, des rémunérations élevées. Donc, j'étais contente. Voilà. Et puis, j'avais l'impression que ça correspondait bien à l'idée que je me faisais de faire toujours le meilleur possible dans ce que tu fais, quoi. Je pense que c'était un peu exagéré, mais en tout cas, à l'époque, il y avait de ça dans mon esprit. Ok. Et donc, premier job, premier poste finalement, tu vois, barreau. je me vois pas, malgré ce beau diplôme, et d'ailleurs, aux grandes dames de mon directeur de DSS, qui a jamais compris mon choix, je me vois pas du tout rentrer dans un big, parce qu'à l'époque, c'était les big, tu sais, Big Five, Andersen, tout ça, c'était vraiment l'époque des big. Je me voyais pas du tout. Je me voyais pas me spécialiser, je me voyais pas dans un grand groupe, je me savais déjà pas très corporate, et j'avais plutôt envie d'un petit cabinet. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est que j'avais envie d'une clientèle personnelle. Et ça, c'était compliqué déjà à l'époque. Déjà, les postes étaient des postes de salariés dans les bigs, donc tu n'avais pas le droit d'avoir une clientèle personnelle. Et j'avais envie d'une clientèle personnelle, et j'avais envie plutôt de faire de la fiscalité patrimoniale, qui était incompréhensible à l'époque. Parce que vraiment, quand tu étais fiscaliste, tu faisais du M&A, quoi. Ou de la TVA, mais tu faisais des trucs, voilà. Tu peux repréciser du coup oui, pour les auditeurs c'est M&A. des fusions-acquisitions, Okay. tu vois. C'est vraiment de la fiscalité d'entreprise plutôt, tu vois. C'était high level. En 2000, c'était le boom. Il y avait des fusions-acquisitions dans tous les sens. Bon, il y en a toujours aujourd'hui, mais vraiment, d'abord, les banques prêtaient beaucoup plus, donc il y avait des LBO dans tous les sens. C'était vraiment une époque où ça foisonnait, et tous les avocats d'affaires, fiscalistes en particulier, étaient plutôt sur ce terrain-là. Alors, il y avait déjà les premiers, je dirais, avocats fiscalistes patrimonialistes, mais c'était vraiment une poignée. Il y avait peut-être
2 cabinets importants sur la place de Paris. D'ailleurs, j'ai postulé dans l'un des 2 et j'ai été prise. Mais il y avait un petit peu aussi chez Francis Lefebvre, mais c'était pas... Voilà, on appelait ça la gestion de fortune. Ça concernait déjà peu de personnes. Le côté gestion de patrimoine qui s'est démocratisé énormément après, c'est venu aux alentours de 2004, tu vois, c'est venu après. Voilà. Donc, ok. Et donc, tu es dans ce plus petit cabinet, mais du coup à taille humaine. C'est ça. Ça te plaît, et là tu fais... Est-ce que tu peux commencer à amener tes clients ou à constituer ta clientèle là, à ce moment-là ou pas? Ah oui, carrément. Oui, j'ai eu quasiment ma clientèle day one. Dès le début, ok. Et il y en a que j'ai toujours aujourd'hui. Alors vraiment, c'était mon truc, quoi. D'ailleurs, c'était ce qu'on me reprochait. Hein. Les clients perso, c'est le soir et le week-end. Voilà, j'ai toujours eu des clients perso. Et après, je suis rentrée dans un autre cabinet où j'ai été salariée. Et donc, une de mes conditions à l'embauche, la seule que j'ai posée, alors que tu vois, j'avais 25 ans, quoi. Donc, c'était continuer à garder. C'était de garder mes clients. Donc, je leur ai dit, est-ce que vous acceptez que votre structure facture mes clients? Parce que je ne pouvais plus toucher d'argent puisque j'étais salariée. Mais par contre, il fallait que je les garde. Je n'allais pas les abandonner. C'est toujours la même chose. Je n'allais pas leur dire, trouvez-vous un autre avocat. Alors, s'ils voulaient partir, ils partaient. Alors, du coup, je recevais mes clients... qui pouvaient être, tu vois, je sais pas moi, des autres, enfin, c'était pas des autres entrepreneurs à l'époque, mais je veux dire des gens à leur compte ou des plombiers ou des électriciens qui venaient dans mes locaux à Montaigne, tu vois, mais c'était des tentes, quoi. Je les recevais, c'était mes clients. Et j'ai toujours gardé mes clients. Et t'as eu combien de clients en combien de temps? Comment t'as fait pour avoir ces clients-là? Au début, si tu veux, comme j'étais collaboratrice, c'était essentiellement le bouche à oreille. Puis après, ces clients-là t'amènent des autres clients. Moi, il se trouve que je ne suis pas restée très longtemps collaboratrice. C'est une histoire aussi que j'ai assez souvent racontée, puisque moi, j'ai été virée 2 fois pour cause ou potentielle grossesse. Alors, j'exagère un peu. Là, j'ai fait un vrai raccourci. En réalité, la première fois, c'était véritablement la raison, c'est-à-dire qu'effectivement, je me suis mariée en janvier 2002. J'avais négocié évidemment les conditions. Ils sont venus au mariage. Tout le cabinet est venu au mariage. Ils ont mangé, on a dansé, on a bu. Et j'avais négocié mon voyage de noces juste après. Et je suis rentrée de voyage de noces. On m'a convoquée quasiment le jour même dans le bureau du patron pour me dire, voilà Clarisse, on a eu 13 bébés dans ce cabinet, on n'en aura pas 14. Vous prenez toutes vos affaires et vous partez. Donc, j'ai rien compris. J'étais tellement choquée que j'ai eu une névralgie cervico-brachiale. Oui. Je suis restée comme ça, bloquée, la tête de travers, gauche, pendant bien un mois. Je me rappelle plus. Enfin, c'était long. J'ai passé mes entretiens après avec une minerve pour me redresser la tête. Donc, c'était assez folklorique. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a fait un entretien, qui est devenu un copain 10 ans plus tard, qui m'avait fait un entretien à l'époque et je lui avais dit que j'avais eu un accident de voiture. Et 10 ans après, je lui ai dit, tu sais, c'est pas vrai, hein, j'avais menti. On avait beaucoup rigolé. Et il me dit, oui, je me rappelle très bien de toi avec ta minerve. Voilà, donc c'était assez... ça m'avait beaucoup... j'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Je venais de me marier, donc j'avais 25 ans. J'étais hyper choquée. J'ai rien compris. Puis tu sais, à l'américaine, quoi, avec mon carton. Je vois exactement. J'ai eu la même chose avec un huissier qui te raccompagne à la sortie. Voilà, j'ai pas eu l'huissier quand même. Tu vois, ils sont pas poussés jusque-là, mais bon, c'était quand même assez violent. Et donc je suis partie. Et là, je me suis réengagée dans des recherches. Donc je suis tombée dans ce cabinet franco-anglais qui m'a salariée pendant 2 ans. Et là, l'histoire est un peu différente. J'ai eu mon fils et le cabinet a fait l'objet d'un spin-off, donc une séparation d'associés. Et donc, ça a été très chaud pour eux. Ils ont dû licencier pas mal de monde et je faisais partie des derniers arrivés, donc j'ai été licenciée. Mais bon, pour l'histoire, je rentrais de congé mat. Aussi. J'avais un bébé tout neuf. Oui. et on est en 2004, donc mon fils a 6 mois. Je n'ai même pas fait de préavis, en fait. Je suis rentrée de congé mat et je suis partie. Et là, si tu veux, je suis avocat, on est en 2004, je connais le monde dans lequel j'évolue, je connais les collaborations, je sais que ça va être hyper dur de retrouver une collaboration, sachant que je dois libérer ma nounou à 18h30, que mon mari ne peut pas le faire. J'ai pas du tout le contexte qui me permet vraiment de le faire. Mes parents peuvent pas m'aider pour les enfants, ils travaillent toujours. Enfin bref, il n'y a pas du tout un contexte qui me permet de gérer cette situation. Et donc, je m'installe.
Et donc, je me suis installée. En plus, je me dis, bon, déjà, j'étais avocat salarié, donc j'ai bénéficié du chômage. Oui. C'était cool. Et puis, tu avais déjà quand même des clients. Et j'avais déjà un petit peu de clients. Un petit peu. Et puis, je me suis dit, j'ai pas un train de vie dingue et j'ai encore une rémunération que je peux atteindre. Donc, go. Bon, c'était un peu olé olé, surtout que je ne voulais pas me généraliser. C'est-à-dire, je voulais pas vraiment faire du divorce, tu vois. Oui, je voulais rester avocat d'affaires, je voulais oui. rester fiscaliste, je voulais continuer à faire de la gestion De la patrimoniale. gestion, ouais. Mais j'avais pas de réseau. Et c'est là que, en ce début, si tu veux, du XXe siècle, on va dire, je m'intéresse à l'entrepreneuriat et en particulier aux jeunes entrepreneurs. Oui. Et à l'époque, c'est pas encore les start-upers, mais tu as toutes les sociétés informatiques, les SS2I, donc tous les gens quand même qui sont des entrepreneurs jeunes, qui créent leur boîte. Et donc moi, je me dis, la fiscalité entrepreneuriale, la fiscalité d'entrepreneur, c'est un bon créneau. Et c'est des gens de mon âge dans lesquels on peut se reconnaître. Il y a de la dynamique. Il y a de la dynamique. Et donc du coup, je rentre un peu dans ce circuit. Et puis après, tu vois, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et c'est finalement là, si tu veux, qu'on s'est retrouvés quelques années après avec Serge. Oui. C'est que lui était vraiment dans l'écosystème start-up. Moi, j'étais dans l'écosystème plutôt, je dirais, dans l'entrepreneuriat, mais pas que des start-up. Il y avait aussi des start-up, mais pas que des start-up. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que... Et par contre, moi, j'ai eu un parcours politique dans la profession. D'accord. Voilà. Donc, on s'est retrouvés à ce moment-là, précisément au moment où j'arrivais un peu à la fin de mon parcours politique dans la profession. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de se rejoindre. Eux avaient besoin d'une fiscaliste, moi j'étais fiscaliste. Et... Juste avant du coup oui, bien sûr. de sauter sur l'aventure et cette relation d'associé avec Serge, la partie politique. La partie politique. C'était pour défendre une place de femme, une place plus de justice, plus de... Non. Jamais. Alors, c'est venu bien après, ça. Okay. Mais c'est un sujet intéressant, mais c'est venu bien après. Je ne me suis jamais réfléchi à ce qui m'était arrivé par rapport à mon genre. Of course, si j'avais pas été une femme, on me vire pas parce que je peux potentiellement avoir un enfant. Mais j'ai jamais quand même, ça ne m'a jamais effleuré. Bon, okay. Avant. C'est venu bien après. En fait, j'avais déjà mon parcours politique qui était très avancé quand je me suis intéressée à ces questions. Qu'est-ce qu'un parcours politique au milieu des avocats? Au milieu des avocats, oui. En fait, c'est... Je vais t'expliquer. En fait, je m'installe et très clairement, c'est cool. Donc, j'ai mes bureaux, j'ai mes propres locaux dans le 15e. Enfin, c'était super sympa. Tu sais, j'avais une tour dans le 15e, pas loin de Beaugrenelle, avec la vue sur la Seine. J'avais l'impression d'être avocat à New York. J'avais la statue de la liberté devant moi. Enfin, le bureau dans l'angle. J'étais super haut, tu vois. Ouais, vraiment, il y avait un côté assez fun. C'était cool, cette période. C'était cool. Et je partageais mes locaux avec une fille avec qui je m'entendais très bien. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et on a vraiment passé un très, très bon moment à cette époque-là. Et donc... quelque part, tu vois, les dossiers affluent, je me comprends, mais j'avais du boulot et j'avais mon bébé tout neuf, donc j'avais largement de quoi m'occuper. Mais tu sais, voilà, ça venait un peu les uns après les autres. Puis moi, j'ai une petite tendance hyperactive, j'avais vraiment besoin intellectuellement d'être un peu plus stimulée. Et je cherchais un peu des réseaux, des endroits. Oui. Et je rentre donc dans un syndicat d'avocats. D'accord. Qui est une association. En réalité, on dit syndicat parce qu'on défend des intérêts un peu, comment dire, les intérêts des avocats d'affaires. Donc voilà, donc c'est spécifique dans la profession. On a, tu vois, des syndicats comme le syndicat des avocats de France, on a l'UJA qui est l'Union des jeunes avocats, et ça c'est la CE, avocat conseil d'entreprise, qui vraiment, on va dire, s'intéresse spécifiquement aux problématiques des avocats d'affaires et les défend sur le plan politique, puisque dans la profession, on a des organes qui nous représentent au Conseil de l'Ordre et au Conseil national des barreaux. Donc, Conseil de l'Ordre, c'est local à Paris, et le Conseil national des barreaux, c'est national pour toute la France. Et donc, au début, je ne rentre pas du tout dans cette visée de faire quoi que ce soit de politique, mais en fait, on me demande d'intervenir sur un... J'ai une amie qui me coach pour mon cabinet. Moi, je trouve ça cool d'avoir un coach à ce moment-là, parce que j'ai l'impression d'avoir un espèce de mini conseil d'administration, tu vois. Exactement. Voilà. Et du coup,
j'ai ma petite coach que je vois tous les mois. On fait le point sur mes objectifs, etc. Tu vois, est-ce que j'ai tenu mes objectifs? Comment je m'organise? Ça permet de moins être seul. Exactement. D'avoir des rendez-vous et de pouvoir piloter un petit peu. Et puis de rendre des comptes, tu vois, de dire oui, là, j'ai pas fait comme ça, machin. Puis j'ai toujours aimé, moi, être un peu challengée dans ce que je fais. Donc, je m'installe pas, c'est pas ma façon de procéder. Donc, j'avais ma petite coach Valérie, avec qui on s'entendait hyper bien. On est devenus potes, évidemment. Elle s'appelait Valérie, la nouvelle s'appelle Valérie aussi. Bon, apparemment, j'ai un truc avec les coachs qui s'appelle Valérie. Et donc, et elle me dit, écoute, je suis à la CE, ce serait vraiment cool que tu viennes. Je comprends pas, je dis OK. Et elle me propose de venir à une conférence qui a lieu en octobre, on est en février, tu vois. À une conférence qui a lieu en octobre sur la stratégie de cabinet. Je trouve ça hyper marrant parce que moi, franchement, je suis toute seule. J'en ai aucune. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, de pas vraiment être un cabinet qui a une stratégie. Elle me dit, mais en fait, détrompe-toi. Certes, tu es seule, mais tu as une vraie stratégie. Et c'est hyper intéressant, justement, de le partager avec d'autres pour qu'on se rende compte que c'est pas... On n'a pas besoin d'être un cabinet de 50 personnes pour avoir une stratégie. Tu as une stratégie, tu as une vision à ton niveau et tu la mets en œuvre tous les jours. Je regarde vraiment avec les yeux écarquillés, mais je lui dis OK. Arrive octobre, je suis enceinte de ma fille. Oui. Donc on est en 2006, c'est ça. Je suis enceinte de ma fille, ouais, c'est ça. Mais tout début, tu vois, genre 1 mois de grossesse ou 1 mois et demi de grossesse. Et, ouais, enfin, je sais pas, elle est née en avril, mais ça ne devait pas être très loin. Ou 2-3 mois. Enfin, tu vois, je suis vraiment au début de la grossesse. Mais je suis enceinte, je me rappelle très bien parce que j'étais vraiment fatiguée. Début de grossesse. Et je lui dis, écoute Valérie, on est en octobre, on est fin septembre, j'ai pas de trésor. Me payer un hôtel, un train, un bidule, je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai pas envie de venir à ton truc, et puis de toute façon, j'ai pas de stratégie, laisse-moi tranquille. Et là, la coach elle me dit, écoute, je te prends en voiture, je t'emmène avec moi, tu dors dans ma chambre, t'as pas de frais, viens, tout mon truc repose sur toi. Je dis là, tu pousses un peu, là. je t'interdis de ne pas venir. Bon, bah, j'y vais, tu vois. Coach et Valérie a parlé. Voilà, je suis vraiment mais pas bien, quoi. Déjà, je suis pas bien physiquement, parce que bon, c'est quand même un début de grossesse. Je suis pas bien physiquement. Je sais pas ce que je vais dire. C'est la première fois que je prends la parole devant autant de personnes, mais j'avais quand même dans l'idée que c'était un petit atelier de 20-30 personnes, tu vois. On se retrouve en plein air, sur une estrade, avec 150 avocats devant moi. C'est la première fois que je suis confrontée à ça. Vraiment une Donc là, foule. est-ce que tu as refait le... Alors, j'ai pas refait ce jour-là. Tu as raison, je l'ai refait après, mais je l'ai pas refait ce jour-là. Par contre, j'ai réalisé que... Alors, j'avais beaucoup soigné la forme, tu vois. Je m'étais un peu habillée, je m'étais pimpée, j'avais fait un petit effort physique pour être mignonne. Mais le fond, je savais pas du tout... Enfin, j'avais l'intention de papoter avec des gens et je me retrouve en fait à devoir faire une intervention. Et donc, j'écoute ce qui se dit et je fais en direct un espèce de petit plan. Pour rebondir, voilà, c'est bon. Apparemment, avoir une stratégie, c'est ça. Donc, je vais essayer de suivre. Et donc, je fais un plan et je raconte mon histoire et pourquoi, effectivement, j'ai peut-être une stratégie. Bah, tu vois, bon. Et en fait, les gens surkiffent. Vraiment, j'étais super applaudie. Les gens sont venus me parler après. J'ai donc ma coach qui m'a dit « mais c'est extra ce que tu as fait, ça donne vraiment de la valeur à l'atelier, etc. » Incroyable. Et je rencontre ce jour-là, tu sais, il y a des jours comme ça, tu marches sur l'eau, hein, tu sais pas pourquoi. Hein. Et ce jour-là, je rencontre donc Bénédicte Bury, qui est présidente de l'ACEJA, jeune avocat, qui me dit « faut qu'on se voit, j'ai envie que tu viennes à l'ACEJA ». Et au final, je prends sa succession quelques années après. Et je rencontre Jacques Duvivier, qui devient mon associé. C'est avec lui que je prends la direction du bureau d'Angoulême et que je pars 4 ans en Charente. Donc tout s'est passé ce jour-là, tu vois. Oui, il fallait vraiment écouter coach Valérie. Vraiment que j'aille. Alors après, si tu veux, si je devais refaire l'histoire, je ne sais pas si je serais repartie à Angoulême, mais peu importe, ça a été quand même une histoire dans ma vie absolument incroyable. Et je regrette absolument pas, mais... Vraiment, il s'est passé quelque chose ce jour-là. D'abord, je me suis découvert des compétences de prise de parole en public, parce que franchement, je ne savais pas. J'ai appris que j'avais une stratégie. Et j'ai réussi à la mettre en route. Aux autres. C'est ça. Et qu'elle avait l'air dingue. Donc, c'était quand même un truc intéressant. J'ai rencontré mon futur associé et je suis rentrée vraiment à la CE. Et j'ai fait un parcours ensuite qui a duré 10 ans, même un peu plus, 12 ans. Et donc, j'ai été présidente de la CEJA pendant 4 ans. Puis ensuite, sur la liste
éligible au Conseil national des barreaux. J'ai passé 6 ans de mandat au Conseil national des barreaux, avec un premier mandat très intense, puisque j'étais présidente de commission, qui est quand même vraiment difficile, dans le sens où c'est du 2/3 temps quasiment, où tu travailles pour bénévolement. Alors, il y a un défraiement, mais c'est pas dingue. Bénévolement, oui. Disons que tu donnes beaucoup plus de... Voilà, puis c'est pas un moment de ta vie où tu développes ton cabinet. Voilà, tu gagnes quand même beaucoup. Mais sincèrement, je pense que ça m'a rapporté tellement, voilà, en termes de maturité, en termes de skills, en termes, voilà, de capacité à comprendre des enjeux qui te dépassent, et puis de se connaître, de savoir qui tu es face à certains types de situations. Je me suis découverte des compétences, un caractère presque, tu vois, que je ne me savais pas aussi capable de gérer certains types de situations. Tel que tu peux... si tu veux, quand tu es président de la commission Nouvelles Technologies du Conseil national des barreaux, à cette époque-là, donc on est en 2012, je gère le système d'information des 60 000 avocats de France. Tu vois, il y a des vrais enjeux financiers, politiques. En plus, c'est un moment très difficile de l'histoire où ça faisait quasiment 10 ans que le Conseil national des barreaux prenait des tomates sur la tronche parce qu'ils avaient fait 2 systèmes différents, un pour Paris, un pour la province, et la province gueulait fort en disant que c'était inacceptable qu'ils aient le système. Pendant mon mandat, j'ai changé ça. C'était hyper difficile. J'ai vraiment, là, pour le coup... En fait, j'ai découvert que j'étais un peu stratège, quoi, finalement. C'était vrai. C'était pas complètement con de me faire venir sur un truc de stratégie. Elle avait vu ça. Parce que j'ai mis en place une stratégie et je l'ai mis en place et j'ai abouti. Et je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et tu as communiqué aussi pour la faire accepter, pour la faire valider. Et j'ai tenu. Et c'était pas facile. Et ce qui s'est passé comme je l'avais un peu anticipé. J'ai eu des surprises, mais je les ai gérées. Et je l'ai fait. C'est-à-dire, quand je suis sortie de mes 3 ans de mandat, ce point était réglé. Alors, j'avais mis en plus d'autres choses en marche qui ont bien fonctionné. Et puis, je me suis découvert aussi une autre compétence que j'ignorais. Et les deux m'ont beaucoup servi après dans ma vie de Bold. C'est que quand j'ai commencé mon mandat au Conseil national des barreaux, je prenais beaucoup la parole en public pour présenter mes... Si tu veux, en tant que présidente de commission, je présentais des rapports. Oui. Devant les 82 élus. Et il y avait des votes ou il n'y avait pas de vote, mais je devais présenter des rapports. Et j'ai présenté beaucoup de rapports, moi, en 3 ans. Et en fait, je me suis attachée à une chose auquel je tenais, mais très fort, c'est que les gens comprennent ce que je raconte. Et c'était pas évident, parce que j'étais sur de la techno, j'étais sur des trucs vraiment chiants, on va pas se mentir. Surtout pour des avocats. Pour des avocats qui sont pas naturellement... des geeks de Facebook, là, ça aurait été autre chose. Ah bah c'est sûr, j'avais pas le niveau. Mais là, si tu veux, moi j'avais vraiment le nez, les mains, les bras dedans, H24, pas eux. Il fallait simplifier, vulgariser, expliquer. Exactement. Et pour faire adhérer. J'avais ce focus qui m'a beaucoup tenu à cœur. Je voulais vraiment qu'on comprenne ce que je fais. C'était important pour moi. Et je l'ai dit déjà dans d'autres interviews, mais il y a des gens qui m'ont dit à ce moment-là, c'est top, parce que quand tu fais des rapports, on a l'impression qu'on est plus intelligent. C'est des amis qui m'ont dit ça, certes, mais je pense qu'ils ne me l'auraient pas dit s'ils ne le pensaient pas. Et ça m'a vraiment... Enfin, c'était l'objectif, donc c'était cool. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu fais un rapport devant des élus, tu vois, les gens peuvent se lever, aller boire un café, parce que c'est un peu chiant à ce moment-là. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment faire adhérer un maximum de monde. Alors évidemment, tu n'as jamais l'unanimité absolue. Mais ça fonctionnait. C'est-à-dire que vraiment, quand je passais un rapport, les gens, ils avaient envie d'entendre, ils avaient envie de comprendre ce qui se passait. Et donc, l'objectif était atteint. Et j'ai vraiment développé une compétence qui m'a beaucoup aidée après. Alors évidemment, quand je prends la parole comme on le fait là aujourd'hui et que je ne connais pas les auditeurs et leurs besoins, je n'ai pas du tout ce même focus. Mais maintenant, quand je vais prendre la parole en public, je réfléchis beaucoup. Déjà. Exactement. Peut-être, ouais. Là, la discussion, on embarque les gens et puis c'est naturel.
Et on attend la suite. C'est une parfaite transition. Bah voilà, donc c'est 3 ans incroyables au Conseil national des barreaux, vraiment 3 années d'une intensité, d'une qualité et des enjeux dingues. Et puis je travaille énormément avec Bercy. En plus, j'ai un super contact. Pardon, pourquoi j'ai dit Bercy ? Avec la chancellerie. Oh le lapsus. Fiscalité, merci. Voilà. Je te jure. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, avec la chancellerie, et il se trouve qu'à la chancellerie, il y a une personne qui s'appelle Luc Ferrand avec qui je noue vraiment une relation. Et il me dit, voilà, je pense que nos façons de penser se retrouvent et il a adoré bosser avec moi. Il me l'a dit, on s'est vu après. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles et je crois qu'il doit être débordé et puis je le suis un peu aussi, mais on a adoré travailler ensemble. C'était vraiment 3 années super et ça a beaucoup, beaucoup facilité les choses. Il m'a beaucoup aidé à comprendre comment les choses fonctionnaient. Et donc, tu es sur des enjeux dingues. Alors, ce qui est difficile quand tu fais des choses comme ça, c'est de rentrer dans ton cabinet et de gérer, les problématiques de distribution de dividendes de monsieur X ou de madame Y. Et là, tu as combien de personnes au cabinet ? Là, j'ai ma collaboratrice. Alors, j'en ai 2 à un moment donné, mais j'en ai surtout une, vraiment. D'accord. Mais si tu veux, on est comme ça toutes les deux, tu vois. C'est très dur pour elle, elle est débutante. Je suis pas beaucoup là. Oui. Et donc, voilà, je gère ma clientèle. Je fais pas des miracles sur le plan professionnel à ce moment-là de mon histoire parce que je peux pas. Tu gères. En plus, voilà, j'ai eu ma grossesse de mon fils, parce que j'en ai mon 3e. Donc, du coup, tout se passe un peu en même temps. Donc, voilà, on gère. Mais c'est vrai que je suis plus focus sur le CNB. Très sincèrement, ces 3 années. Et puis, c'est à ce moment-là que je rencontre Serge et Jérôme, à l'époque, qui donc envisagent de faire entrer un fiscaliste dans leur cabinet qui s'appelle 1134. Et on est donc, tu vois, fin 2011... fin 2014, je vais y arriver, aux alentours de septembre-octobre. Et on apprend à se connaître comme ça et on décide, 1er janvier 2015, que je viendrai avec eux. Okay. Bon, je prends la décision vite, mais de toute façon, j'ai toujours fait ça. Je suis assez, je dirais, instinctive. Il y a eu une connexion, le courant est passé. Oui, puis c'est toujours pareil. Je me dis que j'ai rien à perdre. Et ce qui était proposé, l'enjeu, le challenge, il était OK, quoi. En fait, ça arrive. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais au bon moment. Ça arrive au bon moment. Je termine mes 3 ans du CNB en tant que présidente de commission. Je sais déjà à peu près que je vais être élue, mais que je ne serai pas présidente de commission. Et je sais que ça va être dur. Parce que tu sais, quand même, quand tu as passé 3 ans à ce niveau d'intensité avec un agenda surchargé, il y a un down quand même, on va pas se mentir. Donc je sais que ça va pas être facile pour moi, que peut-être je vais un peu m'ennuyer dans mon cabinet toute seule, qu'il va falloir que je relance ma clientèle. Ils arrivent à ce moment-là et je me dis, go, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Mes clients, de toute façon, je les ai emmenés partout. Ils me suivent. Je les embarque aussi sous le bras. Donc, ils vont me suivre. Ils vont me dire, OK, Clarisse, bon, why not ? De toute façon, on continue, on est là. C'est qu'un logo, on continue. Exactement. Et donc, du coup, je me dis, c'est cool, c'est une vraie aventure. Ils ont l'air cool, on s'entend bien, ça match. Donc, je pars un peu comme ça, en me disant, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Donc, 1er janvier 2015, commence l'aventure 1134 avec Jérôme et Serge. Et donc là, je rentre dans l'écosystème startup à 2000%. C'est quoi l'anecdote derrière le 1134 ? Alors ça, c'était eux qui avaient créé la marque. Moi, j'ai rejoint, donc je suis pas à l'origine, mais c'était cool parce que c'est l'article 1134 et c'est là qu'on s'est retrouvés. C'est la loyauté dans les contrats, donc la force de l'engagement, en fait. Oui. Donc, je me suis évidemment reconnue. Ça reste une blague de juriste, voilà, nos clients n'étaient pas forcément au fait. Et puis bon, ce qui s'est passé après, c'est qu'en 2016, il y a eu la réforme du Code civil, qui était quand même inattendue, puis ça faisait quand même plus de 200 ans que c'était le même, le même Code civil, donc on ne s'y attendait pas. Et donc l'article 134 n'est plus ce qu'il était, voilà. Donc bon, ça a aussi un peu chamboulé notre esprit. Mais voilà, on s'est retrouvés là-dessus, on s'est retrouvés sur cette notion de force de l'engagement. On avait ça tous les 3. On s'est retrouvés sur l'écosystème. On s'est retrouvés aussi sur le fait qu'on n'est pas des avocats comme les autres. Moi, alors en fait, donc, dans le cadre de mon engagement politique, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'étais connue pour les questions des nouvelles technologies. C'est comme ça que je suis devenue présidente de la commission nouvelles technologies, mais pas parce que j'étais spécialiste en nouvelles technologies, en droit des nouvelles technologies, mais parce que en fait, je travaillais quasiment depuis mon entrée à la CE Jeunes Avocats, depuis mon mandat, sur comment les nouvelles technologies impactent la profession d'avocat. Ah oui, donc t'étais vraiment pile poil dedans et puis encore plus avec Bold.
Oui. Exactement. Donc j'avais déjà, tu vois, sauf que j'étais plus dans la théorie que dans la pratique. C'est-à-dire que je disais aux gens, attention, il s'est passé quelque chose, et moi je le voyais aussi avec mes clients, et ça va profondément changer notre métier. Donc préparez-vous à ça. Et donc je faisais, si tu veux, des conférences là-dessus. Quand j'intervenais dans mes discours en tant que présidente de la CEJA, j'en parlais. J'ai écrit beaucoup sur la question. J'ai beaucoup d'articles à mon nom, de la presse des avocats, si tu veux, d'Allos, des trucs comme ça. Mais quand même, j'ai écrit beaucoup. Je suis beaucoup intervenue sur ces sujets. J'étais invitée quasiment à tout. J'étais un peu la référence sur ces questions-là dans la profession d'avocat. Et c'est comme ça que je suis devenue présidente de la commission nouvelles technologies. Donc plus avec un axe, y a les nouvelles technologies impactent notre métier, impactent la façon dont on va l'exercer. Et donc il faut changer. Mais il faut changer dans nos usages, pas dans le fait de prendre tel ou tel outil. Non. Voilà. C'est donc beaucoup plus profond. Voilà, c'est beaucoup plus profond, mais ça, c'est venu après. Et donc, j'avais déjà un impact. Et en fait, on s'est retrouvés un peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, je voulais changer la profession. Eux, ils étaient dans l'écosystème startup, qui est un écosystème de disruption. On n'était pas des avocats, on va dire, comme les autres. Donc, on se retrouvait un peu là-dessus. Et à côté de ça, j'étais fiscaliste, eux, IP corpo. Donc, on se retrouvait bien sur un équilibre aussi en termes de nos matière, on va dire, pour faire un peu plus full service dans notre service juridique. Et donc, voilà, on s'est lancé. Et bon, après, au bout de 3 ans, on s'est séparés de Jérôme et on a lancé Bold. Donc, Bold, c'est un cabinet d'avocats. C'est ça, si on peut dire. Pour entrepreneurs, start-upers, vraiment, qui fonctionnent plus du tout avec le taux horaire, on va dire. C'est ça, entre autres, ouais. Entre autres. Voilà. Alors, en fait, repréciser. Tu vois, Bold, ce que c'est aujourd'hui, après 2 ans, c'est pas forcément ce qu'on a créé au départ, si tu veux. Tu vois, on évolue et on pivote régulièrement dans notre réflexion. Aujourd'hui, Bold, c'est presque plus un cabinet d'avocats. C'est une entreprise dont la mission est de permettre à l'écosystème entrepreneurial de réussir son challenge, qui n'est pas facile. Parce que quand tu es entrepreneur, aujourd'hui, tu es seul. Et tu vois, moi-même, je l'ai vécu dans ma petite entreprise et j'avais des coachs, etc., etc. Et tu as besoin, autour de toi, de gens qui sont là, qui te soutiennent, qui te défendent, qui te permettent de réussir ton projet entrepreneurial. Et si tu veux, notre rêve, c'est de dire qu'un jour, ils se disent que sans Bold, c'est plus dur de réussir son projet entrepreneurial. Et nous, on y croit fort à ça. Parce que Bold apporte véritablement ce dont un entrepreneur a besoin pour réussir. Et pourquoi je te dis que c'est plus vraiment un cabinet d'avocats ? D'abord parce que être avocat, c'est notre travail, certes. Être juriste, c'est notre compétence, certes. Mais au final, c'est notre connaissance business et notre connaissance de notre marché, notre segment de marché qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on est vraiment des spécialisés start-up. Et toutes nos compétences de base, on l'a mis au service de ce marché et de ce segment de marché. Et donc, c'est aujourd'hui ce qu'on demande aussi à nos équipes, de vraiment connaître le business de nos clients parce que c'est là qu'on fait la différence. Et du coup, on travaille en fonction de ça. Et on adapte notre droit et notre façon de dire le droit à notre segment de marché. Et en plus, on va devenir une société pluriprofessionnelle d'exercice puisqu'on sera avocat et expert comptable dans pas longtemps. Donc, de fait, on peut même plus véritablement se définir comme un cabinet d'avocats. Et ce choix, on l'a fait pas tout de suite, si tu veux. Quand on a créé Bold, on n'a pas pensé à ça. Quand on a créé Bold, on a pensé qu'on changeait de modèle économique. On est parti là-dessus bien en tête en se disant « Ok, c'est cool, on est désaligné, le taux horaire, c'est un conflit d'intérêts, c'est vrai. » Tu peux réexpliquer un petit peu tout ça ? Ouais. Du coup, les professions libérales, principalement les notaires, les avocats, les experts comptables, travaillent principalement selon un taux horaire. Les notaires, non, c'est un peu différent. Les huissiers et les notaires, ils ont des tarifs qui sont fixés par l'État, donc c'est un peu différent. Voilà. Mais c'est vrai que les avocats, en fait, toutes les professions de sachants ont ce modèle du taux horaire, c'est-à-dire qu'en gros, tu travailles 1 heure, tu factures 1 heure. Voilà. C'était cohérent à une époque où les gens n'avaient pas accès à l'information et où effectivement, si tu veux, d'abord on faisait des choses très différentes, on était vraiment dans notre domaine d'expertise. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais les codes et lois derrière moi et quand un client rentrait dans mon bureau, clairement, il ne connaissait pas le droit.
il ne connaissait pas la loi. Il avait juste les faits de son cas. Et c'était à moi de faire le lien entre les faits et le droit. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à la fac. Le cas pratique à l'université, c'est relier le fait au droit. C'était notre métier, le syllogisme juridique de base. C'est pour ça qu'on a fait du droit à la base et c'est ce qu'on exerçait au début de ma carrière, en tout cas, moi, avant qu'il y ait vraiment cet Internet généralisé, parce que bon, ça a été doucement et sûrement. Moi, je me souviens, en 2008, tu mettais pas ta carte bleue sur Internet, tu vois. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Et aujourd'hui, bon. Voilà, aujourd'hui, bon. Elle est enregistrée. Enregistrée, tu fais des Deliveroo quasiment tous les jours quand t'es un peu flemmard. Bon, voilà, donc on fonctionne pas. Et puis je parle pas de Uber et autres. Bon, on fonctionne pas. Et surtout sur la profession aussi, tous les cas de jurisprudence, tout est sur Internet. Voilà, il y a ça aussi, donc cet accès à l'information juridique qui s'est libéralisé pour tous et qui fait qu'aujourd'hui déjà, et puis les gens peuvent s'informer sur leur propre dossier, donc ils n'arrivent pas du tout dans le même état d'esprit. Et quant à l'écosystème entrepreneurial, lui, il y a eu une forte évangélisation par tous les incubateurs, accélérateurs, etc. Donc aujourd'hui, si tu veux, un entrepreneur qui débarque en 2020 n'est pas armé comme un entrepreneur. On a tous les modèles de contrat, on a tous les modèles de conditions générales de vente. Et puis ça parle, il y a les réseaux entre eux, ils se filent les conseils, les gens sont connectés, hyper connectés, donc on ne fonctionne pas du tout dans le même monde dans lequel moi j'ai commencé cette profession. Et j'ai vécu ça. Ce qui est fou parce que j'ai quand même pas, 40 ans de métier. Donc, ce n'est plus du tout le même métier. J'ai vu et j'ai suivi l'évolution. Je l'ai suivi, j'ai théorisé pendant des années et aujourd'hui, je suis vraiment dans la pratique et on met en œuvre et je peux te dire que c'est tout à fait une autre paire de manches. C'est sûr. Parce que voilà. Toujours. Bon, j'ai réalisé que parler et faire n'était pas du tout le même acte. Mais bon, je pense qu'il fallait que je comprenne aussi intellectuellement avant d'être capable si tu fais pas cet effort, ce travail-là de simplification, de cadrage, et de théorie, de coucher sur le papier les pensées, les réflexes, les réflexions de la profession, t'arrives jamais à une bonne pratique. Ouais, voilà. Et puis surtout, le fait d'avoir énormément théorisé, d'avoir beaucoup écrit, d'avoir conceptualisé les choses de diverses manières, de l'avoir expliqué aux autres. Un jour aussi, tu te retrouves un peu face à toi-même quand même. Hein. Bon alors, tu vas maintenant. Là. Et puis, on m'a donné le véhicule parce que quand je suis rentrée chez 1134, il faut reconnaître aussi que c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai rejoint Serge et Jérôme qui avaient créé 1134 et le véhicule n'était pas le même. Si tu veux, moi, mon cabinet, c'était une 2 chevaux à côté. Donc, j'arrive, c'est une Ferrari... j'ai aussi l'opportunité d'apporter une pierre qui est tout ce que j'avais pensé et je pouvais rapidement le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'ils avaient déjà mis en place? Il y avait des outils, il y avait une réflexion, il y avait des... Déjà, ils étaient sur un segment de marché identifié. Oui, moi, j'étais beaucoup plus généraliste, dans mon segment de marché. Alors que tu voulais pas l'être? Non, j'étais pas généraliste dans ma pratique juridique. Oui, mais c'est là que moi, j'étais pas... J'avais... Alors, si tu veux... Eux aussi, parce qu'ils ont été progressivement. Ils ne sont pas passés du jour au lendemain d'une pratique normale aux startups. Mais ils avaient déjà quand même très avancé au moment où je suis arrivée sur l'écosystème startup. Ils avaient vraiment, je dirais, tracé un sillon dans cet écosystème. Et 1134 était déjà connu, était déjà une référence dans l'écosystème startup qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Enfin, beaucoup plus petit, non, j'exagère. Qui était un peu plus petit qu'aujourd'hui. De toute façon, ça grandit tous les jours. Mais ils avaient déjà une marque identifiée dans l'écosystème et on était déjà une vraie référence pour les startups et c'était déjà une marque en fait. D'accord. Donc il y avait cette petite différence, tandis que moi, si tu veux, je pouvais avoir un garage automobile comme une SS2I, comme une entreprise de plomberie, une entreprise générale. J'avais beaucoup dans l'informatique, comme je te le disais, c'était un peu mon écosystème naturel, et des startups aussi bien sûr, mais j'étais plus variée, j'avais pas un segment de marché. Eux, ils avaient déjà basculé de l'autre côté, c'est-à-dire ils avaient aussi un peu de tout, mais il y avait quand même une grosse tendance aux startups et il y avait un mindset de vouloir vraiment être dans cet écosystème. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, surtout de la part de Serge, qui était, mouillé, chemise, bras, tu vois, dans l'écosystème startup, quoi. Il les aimait tellement qu'il a une générosité qui était dingue. Donc, si tu veux, je dis pas que Jérôme, non, mais en tout cas, Serge, était quand même exagéré. C'est-à-dire, on en riait d'ailleurs beaucoup à cette époque-là, et on continue d'ailleurs, parce que des fois, bon, voilà,
il est comme ça, Serge, tu vois. Mm. Il donne vraiment tout ce qu'il peut et c'est sa générosité qui fait aussi ce qu'on est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de débat. Et donc, on me donne en fait l'opportunité de rejoindre ce cabinet puisque je m'associe avec eux. Et donc, de rejoindre un véhicule qui est un peu plus puissant que ce que j'avais comme véhicule jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'y vais. Après, j'apporte mes compétences aussi. J'apporte mon background d'élu, ma théorie. J'apporte mes idées. J'apporte mes compétences financières, entrepreneuriales. J'étais fiscaliste, donc j'avais des appétences avec la comptabilité, donc j'apporte une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon de réfléchir notre cabinet comme une entreprise. Et donc progressivement, on y va. Bon, après, il se trouve que nos visions ont divergé, on crée Bold, mais à ce moment-là, si tu veux, déjà avec Serge, on se connaît mieux. Ça fait 3 ans qu'on est associés. Et il me confie cette partie du job, parce qu'il a 100% confiance en moi sur cette partie du job, donc vraiment... De faire de notre cabinet une entreprise, une vraie entreprise financière avec des comptes, avec une... Si tu veux, ce qui différencie beaucoup Bold de notre ancien cabinet, c'est que notre ancien cabinet, au final, on était une association d'avocats et donc on avait 3 cabinets en un, c'est-à-dire chaque associé avait son équipe de collaborateurs, ce qui est la normalité dans notre métier. Chaque associé avait ses collaborateurs. Là, vous avez vraiment pensé société, entreprise. Ah oui, c'est fini ça. Et hop. Donc chaque associé avait son management, chaque associé avait son expérience client, chaque associé avait son chiffre d'affaires à défendre vis-à-vis des autres. On devait tous être des money makers. Sinon, on n'était pas légitime. Donc, c'était pas du tout le même état d'esprit. Bon, il se trouve qu'on arrivait, parce que en plus, moi, comme j'ai un peu l'esprit de compétition, j'ai essayé de me battre, même si c'était pas facile, parce qu'il y avait beaucoup d'avance sur moi. Mais voilà, j'étais là quand même. Et surtout Serge, il avait beaucoup d'avance sur moi. Mais bon, Jérôme aussi, il en avait. Ils en avaient tous les deux. Et donc, quand on a créé Bold, on s'est dit, il faut repenser ça. Et je crois que c'est ça la vraie... Alors, je te dis, on est passé de disruption en disruption parce que c'est chemin faisant, tu vois. Mais une des premières choses, la première innovation, je pense que c'est la gouvernance. C'est de se dire, c'est fini ça. Maintenant, on est une vraie boîte. Il y a un DG, il y a un une CEO. Énergie. Mais folle. Une bande passante dingue. Ça libère. Incroyable. C'est une libération. Ok, il y a une tâche, tac, tac. Tout le monde est derrière une vision. Un élan aligné. Exactement. Il y a un management, il y a une expérience client, quel que soit le domaine dans lequel le client nous interroge, que ce soit en social, en IP, en contrat, en fiscal. Il y a une expérience client, il y a un process, il y a un process commercial. Et en plus, on a tout pour ça. On a le segment de marché, on a la possibilité de créer, de poursuivre par une autre marque, mais de continuer notre process. On est connu dans l'écosystème, on a tout pour ça. On a les contacts, on a le réseau, les gens parlent de nous. Il n'y a pas d'autre cabinet dans l'écosystème startup qui est aussi positionné. Non. Avec une particularité qu'on avait déjà à l'époque, c'est qu'on est toujours côté entrepreneur, jamais côté investisseur. Oui. Ça, c'était pareil. On est très à cheval sur le conflit d'intérêts. Et c'est ça qui nous a fait arrêter le taux horaire. C'était dans le manifeste. C'était dans le manifeste. Et c'est ce qui nous a fait arrêter le taux horaire. Puisqu'on ne peut pas prospérer quand on est au taux horaire si on ne facture pas plus d'heures à ses clients. Donc, on est en conflit d'intérêts avec nos propres clients. Donc, nous, c'était une notion importante. C'est comme ça qu'on a changé et qu'on est venu à l'abonnement illimité. Et donc, la première grosse innovation, ça a été la gouvernance. Ça, c'était même avant même le modèle éco. Et ça, donc, au moment où vous prenez une direction différente, c'est Serge et toi qui réfléchissiez à ce manifeste et à la création de Bold. Alors en fait, ça s'est fait... ça s'est fait, si tu veux. Bon, comme toute séparation, c'était pas facile. On est en train de se séparer, donc c'est une sorte de divorce. C'était vraiment pas facile, et humainement et émotionnellement. Toutes les peurs qui se réveillent, toutes les angoisses, intellectuellement, on savait pas où on allait. Enfin bref, donc c'était un peu le bazar. Un jour, on s'est dit, OK, go, il faut qu'on crée le cabinet. On avait une urgence du 31 décembre, on est genre en octobre, tu vois. Donc, il fallait qu'on ait un site internet, une marque, un machin, on n'avait rien. Donc, on était un peu tous les deux au départ. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on décide de rassembler nos clients amis et de créer un board avec ces clients amis. Et on les voit tous les samedis, les dimanches, on fait des brunchs et on discute avec eux. On fait des dîners et ils nous challengent en fait sur notre modèle économique, sur ce qu'on fait. Génial. Voilà. Et ça a été vraiment... c'est là que tout est né en fait. Enfin, je veux dire, quelque part, on a un peu écrit l'histoire de Bold. Qui a pensé à Bold ? C'est venu très progressivement. On a eu plein de disputes autour des noms.
C'était nos premières grandes crises, en fait. C'est quand on a essayé de trouver le nom, c'était horrible. On n'arrivait pas du tout à se décider, on passait de l'un à l'autre. Et puis, finalement, c'est Serge qui un jour est arrivé avec In Bold. Et puis nous, on trouvait que ça faisait trop de typo. Et puis après, on s'est dit, mais Bold, c'est cool. Et puis, boum, donc... Voilà. Oui, c'est pour ça que je l'avais écrit dans mon médium Better Call Serge, parce qu'on avait fait appel à des boîtes de naming et tout. Il n'y avait rien qui nous plaisait. On a déposé au moins 10 noms de domaine. Il y en a peut-être un ou deux que je continue à payer d'ailleurs aujourd'hui. Et puis en fait, tout à coup, ces 4 lettres, elles nous ont paru évidentes. Et puis surtout, Serge voulait que je sois présidente et il m'a dit un jour, tu vois, en anglais, ça veut dire couillu. Et je pense que c'est la qualité qui te représente le plus. Comme j'étais la seule femme, c'était marrant. C'était une blague entre nous, mais voilà, c'était marrant. Et bon, en fait, ça nous ressemblait, quoi. Bold, voilà, c'est audacieux, voilà, c'est un peu en dehors des sentiers battus. Quand tu utilises ce mot en anglais, c'est vraiment que tu veux dire quelque chose qui est pas mainstream, qui prend vraiment un chemin. Tout à fait vous. Ouais, c'est ça. Vraiment, on s'est vraiment plus, reconnu. Et 2 ans après. Ah, mais c'est dingue. Mais tu sais, c'est comme un gosse. Hein. Tu vois 40 prénoms, tu vois pas du tout comment tu vas l'appeler. Puis une fois qu'il est né, tu vois pas comment tu aurais pu l'appeler autrement. Oui. C'est exactement ça. Tu vois, je veux dire, au début, tu vois, même Bold, c'est pas évident. Et puis c'est venu, c'est grandi, ça grandit. Puis en fait, on s'est dit, en fait, c'est ça. Il faut choisir un nom et on va. Enfin, ça n'a pas d'importance en fait le nom. On va l'adopter. Oui. Mais en fait, c'est dingue tellement c'est parfait. C'est dingue. En plus, c'est 4 lettres, c'est sticky, tout le monde s'en rappelle. Trop simple. Tout est simple. We Are Bold. Le We Are Bold, c'est notre nom de domaine. Voilà quoi. C'est génial. Et donc, 31 décembre, vous êtes OK. Ouais, enfin, on n'est pas opérationnel de ouf, hein, mais... En tout cas, c'est lancé le 1er janvier. 1er janvier, juridiquement, les statuts. En réalité, en termes de com, il fallait qu'on aille vite parce qu'il fallait qu'on facture sous le nouveau nom. Donc, c'était compliqué. Mais en termes de com, ça a été le 17 janvier 2018. Donc, vraiment, ça fait 2 ans. Ouais. En 2 ans, vous avez eu combien de clients, recruté combien de personnes ? On est passé de 22, on a commencé à 22, donc l'équipe avec laquelle on est parti de notre ancien cabinet, Serge et moi. Et on est 50 aujourd'hui. Et on a... on est passé... après, je ne sais pas à combien on a démarré de clients. J'avoue que je ne suis pas capable de répondre, mais on avait notre base client à tous les deux qu'on a transformé selon le nouveau modèle économique. Donc, je ne sais pas combien exactement ont passé le cap. La dernière fois que j'ai eu Serge, il me disait que vous aviez doublé. Oh, je pense beaucoup plus que ça. Même plus, ok. Oh, je pense plus que ça parce que... Sur 2018-2019, peut-être encore plus maintenant. Ah oui. Là, on doit être autour de 250 clients abonnés. Ce qui, tu te rends compte, on est leader sur le marché des startups avec 250 clients abonnés. Quand tu vois qu'il y a 12 000 startups, tu imagines le truc, quoi. La progression. Bon, c'est très atomisé, c'est vrai. Hein, les startups sont chez divers avocats. Mais on est le plus gros sur ce segment de marché. Exactement. Donc, c'est pas tant que ça, en fait. Mais bon, c'est déjà super cool. Et puis, je vais te dire, faut l'absorber, la croissance. Hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec un modèle économique compliqué, puisque on a repris par-devers nous le risque entrepreneurial. Et donc, quelque part, si tu veux, la différence avec le taux horaire, qui est vraiment une différence fondamentale, c'est que quand tu es au taux horaire, tu ne prends pas de risque. Tu prends un collaborateur, ses heures, tu les factures à ton client. Tes heures, tu les factures à ton client. Là, on vend en illimité. Donc, le mec paye, il nous demande, c'est à nous de faire des gains de productivité. Oui. Donc, c'est un travail interne. C'est à vous de processiser, de dire, OK, là, on a des modèles, mais en fait, c'est la valeur ajoutée, elle n'est pas dans la constitution de ces modèles, elle est dans la personnalisation du modèle par rapport au cas particulier de mon client. Et c'est là-dessus que tout le monde doit se focuser. C'est ça. Donc, c'est vraiment tout à fait une autre affaire. C'est tout à fait une autre histoire, c'est tout à fait une autre façon de penser, de réfléchir. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, on s'accroche à notre modèle économique en disant on ne déviera pas, on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'était la décision la plus difficile autour du mois d'avril 2018, 4-5 mois après le début. Il y a eu des grands moments de solitude et on s'est accroché au modèle. Et là, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve le moyen. Et donc, le 17 janvier, tous vos clients d'avant
vous leur dites, alors on fonctionne maintenant en abonnement, c'est comme ça, et ils sont super contents. Ben, si tu veux, on teste on teste le marché avec nos clients. Oui. Et donc, ça nous a pris bien 2 mois, 3 mois sans doute, à téléphoner à chacun de nos clients et à déballer notre nouvelle offre, quoi. Et ouais, on l'a fait client par client. On a présenté notre offre et ça a pris vachement, si tu veux. Les gens disent, c'est incroyable. Alors, je pense que pendant longtemps, les gens ne nous croyaient pas. En mode, ouais, illimité, on va voir, tu vas voir, ils m'enverront une facture, machin. Donc, il y avait un peu des tests par-ci, par-là. On a vachement tenu, on en a surconsommé, c'était juste dingue. Tu vois, c'est comme le mec, tu vois, à qui tu mets un buffet illimité. Je me demande jusqu'à quel point c'est illimité. C'est 5% maxi, 10 je suis incapable de te dire, parce que je n'ai pas les stats, et puis en plus, j'ai pas une très bonne mémoire de ce genre de truc. Mais en tout cas, on s'est dit, il y avait quand même beaucoup à ce moment-là, c'était un peu flippant, tu vois, parce que nous, il fallait qu'on délivre, et on n'avait pas le staff en plus. Il n'y avait pas encore assez de... Voilà. Et puis les process étaient en train de se on n'avait rien fait. De... On avait encore nos méthodes à l'ancienne. Oui. Donc, on n'avait rien fait à aucun niveau. Donc, à partir de juillet 2018, on a commencé à bosser sur les process vraiment très fort. Donc, en fait, si tu veux, tu as toute la partie où on a vendu cette nouvelle offre, et on a mis en place, on a commencé les process, mais vraiment, ça s'est vraiment lancé à partir du début du mois de juillet 2018. Et là, on a commencé à processer. On a pris en fait le parcours client de A à Z. Oui. Et on a commencé par les 2 derniers bouts, c'est-à-dire du prospect au client, donc le parcours commercial, et la fin sur tout le process de facturation, recouvrement. Et on a tout automatisé. Le onboarding, tout voilà, ça. C'est ça. On a automatisé un tas de trucs. Et puis on a testé. On a fait beaucoup de test and learn sur plein de trucs. On a abandonné plein de trucs qu'on avait fait. On a refait des choses. Bon, bref. Voilà. Donc, Vous étiez aussi en mode, comme vos clients, en mode start-up. Quoi. Complet. Et donc, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a utilisé des outils, et on a utilisé des outils techno comme des non-développeurs, tu vois. Donc, et puis, en fait, c'est tout aussi une grande tendance aujourd'hui, tu vois, le no-code, de faire parler des outils entre eux, Zapier, machin. C'est la référence. Référence. Et donc, on est rentré là-dedans, tu vois, avec des gens en interne, dont Thomas, qui aussi sont super geeks et ont des facilités avec ça, donc ça nous a beaucoup aidé. Et on a commencé à processer, et à créer au maximum de choses. Et puis après, donc ça nous a pris aussi, disons, on va dire la fin de l'année 2018, tout en continuant à recruter, tout en délivrant pour nos clients, enfin tu vois, donc tout en parallèle, hein, voilà. Et on va dire que 2019, ça a été l'année de la réorganisation de la prod. Ok. Voilà, je fais des grosses masses parce que c'est pas aussi tranché que ça, mais c'est à peu près l'idée. Et là, on s'est vraiment attaqué prod, l'organisation interne. On a beaucoup changé les choses, et une des choses qu'on a changé un peu en dernier, c'est qu'on s'est rendu compte, par exemple, que on était encore trop découpé en domaine du droit. Le droit social, l'IP, les contrats, tu vois, c'est bon. Ça sera toujours un petit peu comme ça, mais là, on a distingué nos 2 gros produits internes, qui sont l'abonnement, avec une façon de vendre, une façon de produire, une façon de facturer, une façon de recouvrer spécifique, et l'opération exceptionnelle, qui n'est pas du tout le même produit et qui n'a pas le même process de A à Z. Oui. Et donc déjà, on a distingué et on a séparé les équipes pour pouvoir produire de la bonne façon dans chaque domaine. Parce qu'en plus, ça crée du multitasking. Tu avais un mec qui était sur une levée. Ça n'allait pas avec le reste. Voilà, avec des tu enjeux peux pas énormes. occuper de la même manière. Il n'arrivait pas à mettre de l'enjeu dans les BSPCE. Enfin, voilà, et puis du coup, tu vois, le care client n'était pas bon, le care collab non plus. Les 2 étaient frustrés, et ça, c'est un élément sur lequel on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est que quand il y a une frustration, elle est toujours des 2 côtés. Oui. Côté collab, enfin côté avocat, peu importe si c'est un collab ou un associé, et côté client. Il y a toujours des 2 côtés. Donc, si tu as une frustration des 2 côtés, c'est qu'il y a un pain, il faut le résoudre. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et puis, on a réorganisé l'équipe, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On a aussi beaucoup retravaillé sur la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Vraiment la culture d'entreprise. Il n'y a pas de secret. Mais par contre, vous aviez une sacrée base avec ce manifeste, cette culture déjà de l'écosystème. Le We Are Bold du début,
tout ça, c'était quand même déjà très, très fondateur. Ouais, et puis un marketing disruptif. Tu vois, on a fait des top vidéos avec Chronique qui vraiment sont très différentes de ce qu'on peut voir dans le monde des avocats. On a fait beaucoup de choses. Tu vois, même les petits testimoniaux clients qu'on a fait aussi avec Chronique comme Play ou Shine, c'était top. Ça donne une belle image. Donc, notre positionnement sur les réseaux, nos couleurs, notre site internet. Donc, déjà, dans notre marketing, on était différents. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'était pas juste du marketing. Tu vois, même le fait qu'on soit... C'était pas que sur l'extérieur, et c'était aussi à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, il y a eu des changements profonds. Et des changements, on sait que, si tu veux, moi, je peux en parler librement. Je peux donner toute la secret sauce parce que c'est hyper dur, en fait. Bah oui. De changer de mindset, c'est hyper dur. Je pense que ça a été difficile. Et on a passé ces étapes tous ensemble, donc avec une montée d'associés progressive. Donc, comme je te disais, au départ, avant que Bold se crée, c'est Serge et moi. Puis très vite, Thomas Peignet, qui est collaborateur chez 1134, s'avère un associé potentiel pour Bold. Donc, avant même de créer Bold, il devient une évidence. Et Léonore, qui était anciennement collaboratrice, puis associée de 1134 et qui avait quitté 1134, est aussi identifiée comme potentiellement associée. Et donc, elle revient. Donc, avant de constituer Bold, donc on signe les statuts à 4 associés. À ce moment-là, il y a Elam, qui est aussi collaboratrice avec nous. Et finalement, on sait qu'elle est quasi fondatrice, c'est-à-dire qu'à terme, elle va devenir associée, mais on se laisse encore un peu de temps, elle est vraiment jeune. Et on se laisse tous un peu de temps pour... on est dans autre chose, si tu veux, donc c'est pas la priorité. C'est pas le plus, oui. Voilà, donc un an et demi après, elle devient associée. Ok. Et aujourd'hui, si tu veux, on a 2 associés qui sont pas encore associés sur le papier, mais qu'on considère comme des associés et qui vont l'être dans les prochains mois. Donc c'est Eric, sur l'aspect expertise comptable, et donc Thomas, qui lui s'occupe de tous les produits, la techno, et donc tous nos process. Le dev. C'est un peu notre CMO, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire, tu vois. Non, pas CMO, c'est marketing. CPO. CTO. Non, pas CTO. CPO. Produit. Okay. Tu vois, c'est pour ça, moi aussi, j'ai du mal. CPO. Okay. Donc voilà, c'est vraiment le chef produit techno, c'est-à-dire qu'il pense, en fait, les outils de Bold en fonction, tu vois, des pains et de ce qu'on veut apporter à nos clients. Et donc, tout ce pivot, toute cette réflexion qu'on a eue, tu vois, de dire, on va verticaliser notre marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, ouais, génial, on crée un nouveau modèle économique, puis une fois qu'on sera super fort avec les startups, on ira chercher d'autres boîtes. Puis en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun sens. On connaît tellement bien les startups, on leur apporte une telle valeur ajoutée qu'il faut mieux plutôt aller chercher des services complémentaires. Et c'est comme ça qu'on a pensé à l'expertise comptable. Je me suis dit, c'est là qu'il faut aller. Et peut-être toi, demain, évidemment. En plus, j'ai mes appétences. Parfait. Et puis, et c'est un élément dont on n'a pas encore parlé, et ça, je dois dire que ça fait partie de ma vie, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de mon histoire. J'ai l'impression que l'univers sait m'envoyer au bon moment les bonnes personnes et boum, je sais que ça va le faire. J'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Et Thomas fait partie de ces gens-là, Eric fait partie de ces gens-là. Enfin, vraiment, tu sais que c'est eux et c'est avec eux que l'aventure va continuer. Et des fois, c'est pénible parce que on peut pas s'installer avec des gens comme ça. C'est des gens qui sont trop intelligents, donc c'est pas des gens qui vont te dire que tu as toujours raison, tu vois. Oui, mais ils vont faire avancer la réflexion. Et puis en plus, c'est pas des l'outil. Avocats, donc ils sont pas. Ils n'ont pas le même logiciel. Pour disrupter, il faut justement s'entourer de personnes qui n'ont pas le même et ils nous bousculent. Alors déjà, on se bouscule entre nous. Serge et moi, on était quand même assez forts. Et derrière, on prend des gens qui nous bousculent aussi. Bon, après, il y a toujours de la bienveillance et finalement... C'est constructif, donc. Voilà, mais on se rentre dedans, on va chercher nos limites. Et au final, Bold, ça devient quelque chose de dingue. Et c'est ce qu'on se dit quasiment tous les jours, c'est que c'est une aventure humaine incroyable. En fait, tu vois, Serge et moi, on gagne moins d'argent aujourd'hui qu'on en gagnait avant. Tous les deux en particulier, parce qu'on était vraiment installés dans notre métier et que le taux horaire est quand même un modèle économique qu'on maîtrisait. Mais vous êtes tellement plus alignés, heureux. C'est un truc de fou. Puis on crée quelque chose qui potentiellement a une valeur en plus. Mais aussi. Exactement. Et si tu veux, c'est quelque chose que j'ai encore dit il y a quelques jours aux équipes et que je dis maintenant en recrutement systématiquement. On est tous tellement attachés à Bold, on est tous tellement contents de venir le matin que on tuerait si
quelqu'un nous saccageait le bateau, quoi. On jette par-dessus bord le gars qui comprend pas que cette marque, faut la chouchouter, que nos clients, faut les chouchouter parce qu'ils nous permettent de vivre ce rêve qui est d'avoir une boîte dans laquelle on est heureux, dans laquelle on a l'impression de participer à une action collective, en interne, mais aussi avec nos clients, puisque finalement, on est à leur côté. Et c'est ce que vivent tous les collaborateurs. Ils le disent. Ils disent, c'est cool, quoi. On se sent emporté dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, on est dans notre aventure entrepreneuriale, emporté dans l'aventure entrepreneuriale de nos clients. Et c'est hyper excitant. Et justement, est-ce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas compris, internes ou externes, vos confrères avocats, comment ils prennent cette disruption et cette offre par abonnement? Je pense que c'est un peu... Moi, si tu veux, ce que j'entends de mes amis et des gens que je connais dans la profession, et il y en a quand même un paquet, vu que j'avais déjà une visibilité par mes actions politiques. D'abord, je crois qu'il s'est passé quelque chose que je trouve super cool. C'est que je crois aujourd'hui que je suis plus connue par Bold que par mes actions politiques. Parce que finalement, tout le monde ne connaît pas... Enfin, tout le monde ne s'intéresse pas. Ça, c'est une vraie bascule, ça. Je crois. Je suis pas sûre. Je n'ai pas fait de sondage. Mais j'ai l'impression, parce que quand je parle aux gens, tout le monde connaît Bold. C'est fou. Et ça, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à faire ça. Je pense qu'au début, si tu veux, ils étaient plutôt sceptiques. D'abord parce que l'écosystème start-up, c'est pas un écosystème qui est connu pour payer, on va dire. Ce qu'il faut, hein. Mais tu as toujours une sorte d'image d'épinal. Enfin, bon, bref, je sais pas, j'en sais rien. Quand on est à l'extérieur, on imagine toujours plein de choses. Voilà, donc les startups ne payent pas, les startups n'ont pas d'argent, les startups ceci, les startups cela, bon bref, t'entends tout. Donc, ensuite, notre modèle économique, je pense, véritablement, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de scepticisme. Ils commencent à y croire ou il faut force est de constater que 24 mois sont passés, qu'on est 50 et que les jeunes avocats ont envie de bosser chez Bold. Donc ça donne quand même de l'information. Maintenant, pour autant, je pense qu'il y en a encore qui se demandent si on va tenir, ce qui est tout à fait légitime. Je peux absolument pas dire le contraire moi-même des fois. Non, je plaisante, mais c'est vrai. On est dans une vraie aventure entrepreneuriale, donc de fait, on n'a aucune certitude et c'est cool. C'est ce qui nous fait justement innover aussi. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein. Pourquoi on n'innovait pas avant? Parce que c'était trop facile. C'était le confort. Quand tu gagnes de l'argent, quoi qu'il, tu n'as pas besoin d'innover. Hein. Donc, voilà, c'est l'inconfort qui te rend innovant. Hein. Forcément, tu es bien obligé de de te creuser la tête, quoi. Donc, forcément, on a fait un choix un peu dingue. Et des fois, on se marre avec Serge. Mais bon, il fallait qu'on tombe sur nous deux, quoi. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y avait pas un autre binôme qui pouvait lancer quelque chose comme ça. Non, on a plusieurs qualités qui nous permettent ça. Je crois qu'on est un peu givré, si c'est une qualité. Ensuite, on n'est pas notable du tout. Pour cette cible, oui. Cette cible, oui. On n'est pas notable du tout, ni l'un ni l'autre. On n'est pas attaché au maître Bérébi et maître Vatine. Pas du tout, au contraire. Je crois qu'en plus, voilà, ça nous arrange bien en fait de rester jeune et dynamique et de tutoyer tout le monde et d'être dans un écosystème, tu vois, un peu. Ça nous arrange bien tous les deux. Je pense qu'on s'est retrouvés complètement là-dessus. Ensuite, on a un rapport à l'argent qui est assez particulier et on n'est pas trouillard du tout. Donc, puis on a besoin de sens, quoi. Voilà. Donc on s'est retrouvés là-dessus et on a une telle confiance l'un dans l'autre et on sait tellement qu'on peut compter l'un sur l'autre. Comme tous les avocats qui sortent aujourd'hui de l'école, avocats ou autres secteurs d'activité, on recherche tous maintenant du sens, de l'impact, de prendre les bonnes décisions et on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Et c'est OK. Ouais, et c'est OK. Et donc voilà, donc on était les bonnes personnes pour faire ça. On a créé cet environnement. Et donc je pense qu'il y a encore du scepticisme fort. En interne, je pense que c'est fini. On a eu des moments où les gens se demandaient si on était si on s'était pas un peu embarqué sur un truc dangereux. C'est clair, hein, quand tu prends un risque, tu vas. Et puis en plus, on pouvait pas regarder les gens droit dans les yeux en disant t'inquiète pas, c'est bon. On le faisait quand même, hein, mais
C'est pas... Faut toujours faire. Ouais, tu vois, je veux dire... Faire comme si. Voilà, c'est pas du fake it until you make it poussé à son extrême, parce que quand même, je veux dire, Vous aviez des tableaux de bord de fou. Des fondations. Puis voilà, on analysait quand même la situation dans tous ses détails. On n'était pas non plus freestyle. Il y avait des sujets sur lesquels on était un peu plus freestyle, mais bon, je veux dire, financièrement, on faisait attention, on regardait, on analysait. Et puis on savait que de toute façon, je veux dire, il n'y aurait rien de mortel. Au pire, on rétropédalait un peu et on était obligé de changer un peu la donne. Mais en fait, c'était quelque chose qu'on... Enfin, tu vois, je le dis, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment... Enfin, je crois même que... On aurait sans doute arrêté, quoi. Oui. Tu vois, c'était trop chiant, quoi, de revenir en arrière. Ouais. Ça allait pas avec la vision de la construction de Bold, de toute manière. C'est ça. Donc, je pense qu'on n'a pas encore passé le cap fatidique, mais on se rapproche. On connaît aujourd'hui nos KPI sur le bout des doigts. On a une maîtrise du cabinet qui n'est pas du tout la même qu'il y a 2 ans et qui même il y a 1 an. On n'a pas du tout le même pilotage. Et ça, je crois que c'est complètement inédit. Je pense que très peu d'entreprises et encore plus de cabinets d'avocats ont notre niveau d'information, de data et de pilotage interne. Et ça va s'améliorer encore parce qu'on est accro, en fait. Bah oui. Plus on a de data, plus on sait les analyser, plus on avance comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de big data, autant d'outils, autant de KPIs. C'est ça. Et il faut les trouver. Parce que d'une entreprise à une autre, ce ne sont pas les mêmes. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est difficile, surtout quand tu n'as aucun repère. Il y en a, c'est le nombre de prospects dans le tunnel, dans le pipeline. Il y en a, c'est le panier moyen. Il y en a, c'est le taux des abonnements. Il y en a, c'est ça qui est important à connaître. C'est ça. Et il faut en avoir plein, sur plein de niveaux. Donc, que ce soit du marketing, en passant par les ventes, la prod, le recouvrement, tout. Il faut que tu aies des datas à tous les niveaux. Il faut que tu saches où agir, il faut que tu aies des datas qui te permettent d'avoir 3-4 mois d'avance sur ton pilotage. Et ça, je l'ai toujours su, depuis fort longtemps. Mais bon, tu vois, là, je pense qu'on est arrivé à un moment où, d'abord, on a les bonnes personnes, ce que tu disais. Vraiment, on a une très belle équipe. Et ensuite, on se challenge tellement bien les uns les autres qu'on arrive à un niveau, on a beaucoup affiné notre besoin. Et aujourd'hui, si tu veux, demain, si un cabinet vous laisse créer sur un modèle comme le nôtre, on serait capable de l'aider. Mais nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc, on n'avait pas de modèle. Bien sûr. En plus, on avait cette difficulté inhérente à notre profession et qui n'est quand même vraiment pas simple à régler. C'est que malgré nos super KPI, on ne peut pas lever des fonds. Oui. Donc, il fallait qu'on soit rentable. On a une obligation de rentabilité, tu vois. On peut pas. Alors que la logique, dans un modèle comme le nôtre, voudrait qu'on ait 2 à 3 ans de non-rentabilité. Oui. Ben nous, on s'est battus donc sur notre compte pour passer ces 2-3 ans qui sont un peu difficiles. Et c'est pour ça qu'on sait que le chemin est difficile. Le plus dur est fait parce que ça y est, on commence à arriver à des niveaux où ça va devenir plus facile. Mais clairement, tu vois, on aurait levé, même aujourd'hui, je veux dire, d'ailleurs, on a été même contacté par des fonds, from scratch, des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne savaient même pas qu'on ne pouvait pas investir dans des cabinets d'avocats. Parce qu'on a des bons stats, mais des bonnes stats, pardon. Je sais pas où je suis, moi. On a des bonnes stats, mais le truc, c'est que on ne peut pas lever. Donc, ça aussi, c'est pas simple. Donc, bon, on fait avec de la dette, on se débrouille, on prête nous-mêmes, enfin bref. Et puis, c'est vraiment entrepreneur, quoi. Ouais. Moi, d'entrepreneur, pas plus du tout avocat. À beaucoup d'égards, ouais. Et c'est pour ça que maintenant, même dans nos recrutements, on le dit et on le demande. Ouais, génial. Je crois qu'on a fait un bon petit tour sur Bold, et puis l'aventure est vraiment lancée et on va continuer à la suivre. Si on revient un petit peu du coup pour finir la conversation sur ce côté développement, alignement dont tu parlais tout à l'heure, t'as dit que tu fais beaucoup de sport. Oui, je fais beaucoup de sport. Alors ceci dit, c'est assez récent. Ça a 3 ans. D'accord.
J'en faisais pas avant tellement du tout. Après, bon, voilà, j'ai fait mes enfants, etc. Donc, bon, tu as toujours des interruptions aussi qui sont liées physiquement à ton état. Mais enfin, ceci dit, je connais plein de filles aujourd'hui. Puis bon, si tu veux, le sport est rentré dans les mœurs aussi très... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, qui ne fait pas de sport, on va dire, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois. Alors qu'avant, bon, je veux dire, à part les élèves à l'école et les sportifs de haut niveau, tu vois, tu avais quand même un ventre mou de gens qui n'étaient jamais rentrés en salle de sport. Aujourd'hui, c'est devenu quand même... Tout le monde fait du sport. Donc, ça joue, bien entendu, dans ta prise de décision. Mais depuis 3 ans, je fais beaucoup de sport. Je fais du crossfit, je fais de la boxe. Ouais, je fais pas mal de sport. Et ça t'aide ? Énormément. Maintenant, c'est essentiel. Maintenant, c'est essentiel. Je pourrais plus vraiment m'en passer. Là, j'en ai fait un petit peu moins ces dernières semaines parce que j'ai eu mon déménagement perso qui m'a beaucoup occupée et beaucoup fatiguée. Mais je pourrais pas m'en passer vraiment. D'ailleurs, tu vois, j'y vais juste après notre interview, comme je te l'ai dit. Donc, ça fait quand même partie de ma vie. Un déménagement, c'est du sport. Ah ouais, je t'assure. Donc... Voilà. Mais bon, et puis, si tu veux, ce qui est difficile dans un déménagement, c'est que tu quelque part, on a tous une sorte de routine. Oui. Et le déménagement, c'est vraiment le truc qui te fait perdre tes repères. Ouais. Voilà, à tous les niveaux. Tes repères dans le temps, dans l'espace, voilà, à tous les niveaux. Donc, j'ai un peu perdu mes repères et je suis en train tout doucement. Ça fait rien, ça fait même pas. Oui, ça fait 3 semaines, je crois que je suis chez moi. Donc, et puis c'était un gros déménagement, tu vois, parce que voilà, il y a eu un impact, on a eu les travaux et tout avec les enfants. Donc, c'était un gros déménagement. En tout cas, je l'ai vécu comme tel parce que j'ai jeté beaucoup, j'ai vraiment racheté, je me suis investi beaucoup dans ce déménagement. Des fois, tu déménages, tu vois, tu fais tes cartons, tu vas d'un point A à un point B, tu ne changes pas grand-chose. Un petit peu la page blanche. Ouais. Voilà, là, il y avait un côté un peu plus... il y avait plus d'impact émotionnel et psychologique sur ce déménagement. Et donc, je suis un peu paumée, donc je mets mes repères et mes habitudes qui sont perdues. Puis, j'étais un petit peu moins présente au travail, je rattrape aussi un peu ma présence, etc. Donc, voilà. Mais je suis très sportive, ça m'apporte énormément. Ça m'a apporté quelque chose dont j'avais vraiment besoin, c'est une meilleure connexion entre le corps et l'esprit. Moi, j'étais une cérébrale pure. Le corps était un peu la dernière roue du carrosse, tu vois, c'était un peu le véhicule, mais tu mets de l'essence, ça alors roule. Alors c'est celui qui porte l'esprit. Alors qu'en fait, il y a le corps parle, le corps communique directement avec toi. Et se renforcer physiquement a été ma façon de me renforcer émotionnellement et moralement et intellectuellement. Et à une période en plus une essentielle. Période compliquée de ma vie parce qu'en plus j'ai commencé le sport en fait, pour tout te dire. J'ai eu une 4e grossesse qui s'est mal passée, qui s'est terminée à mi-grossesse mal. Donc mort in utero et du coup un accouchement, ce qui est difficile parce que bon, c'est pas hyper naturel d'accoucher d'un bébé mort. Donc je l'ai extrêmement mal vécu, ça m'a complètement bouleversée émotionnellement et je ne savais pas comment le gérer. Intellectuellement, j'étais pas armée pour gérer ça. Et puis bon, j'avais pas envie de faire une dépression long terme parce que bon, ça prend du temps quand même. Donc, j'étais pas prête à investir du temps dans une dépression long terme. Donc, j'ai essayé de chercher des solutions et elles n'étaient ni intellectuelles ni émotionnelles. Tout ce qu'on me disait, je comprenais pas. La boxe. C'est un peu ça. Je suis passée par le corps. Voilà. Et j'ai déchargé physiquement tout ce que j'ai pas pu faire émotionnellement et intellectuellement. Et je suis passée par le fort et je me suis renforcée physiquement. Et ça m'a sauvée, en fait. Et j'ai commencé le crossfit à ce moment-là. En plus, si tu veux, ce qui est un impact non négligeable, je vais y arriver. J'avais pris 8 kilos pour rien. J'avais pas de bébé. Oui. Donc, ça faisait beaucoup quand même. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, sport. Et je me suis mis au crossfit. Mais alors, t'imagines, t'arrives à 40 piges au crossfit, enfin, quasiment... t'as jamais fait de sport de ta vie, tu t'es fait dispenser au bac pour pas baisser ta moyenne. J'imagine. La vraie, tu vois. Oui. J'ai jamais fait de sport, quoi. Je suis no sport. Et j'arrive au crossfit. Je te jure que j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux sans que je puisse les contrôler. J'ai fait 2-3 séances déjà avec Andy qui est déjà passé sur Aventure Humaine. J'ai mis 4 jours à m'en remettre sur la première séance.
Ah, mais je pleurais physiquement, mes larmes coulaient, je ne savais même pas pourquoi. Un bébé, c'est-à-dire, je sanglotais pendant que je faisais des burpees. Oui, il me demandait de compter. J'étais incapable de compter à ce moment-là. Ah bah oui, mais moi aussi, j'étais complètement potée. Tout, mais horrible. Bon, j'arrivais pas à faire un squat. Donc descendre en squat m'était physiquement impossible. Imagine le niveau de mobilité que j'aurais atteint à 70 ans, tu vois. Donc c'est quand même pas con, hein, ce qui m'est arrivé. Oui. Pour le coup, je dis quand même merci parce que, je veux dire, je pense que j'aurais été mal, tu vois. Et donc, bah, si tu veux, je m'y suis mis et j'ai pas lâché. Et je pense que ça a eu un impact sur ma vie que j'avais pas anticipé. Donc, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux, même si les routines sont en train de se replacer, est-ce que tu as des choses essentielles pour Bold, pour ton équilibre personnel que tu fais chaque jour ou chaque semaine? Est-ce que tu as des... J'essaye, oui. Bah, déjà, le sport, j'y vais quand même. Moins. Si tu veux, j'y allais 4 à 5 fois par semaine. Là, j'y vais 2 fois. 3... J'ai un petit peu de mal à reprendre mon rythme d'avant. Mais enfin, c'est pas très grave. C'est même un peu de repos. Après, oui, j'ai quand même des routines qui s'installent par la force des choses. Déjà, j'ai des enfants. Donc, on a quand même des rythmes entre nous. Oui. Et puis, en fait, la routine a le mérite de me rassurer. On en a tous besoin aussi un peu, quelques habitudes. C'est des choses auxquelles tu n'es plus obligé de penser. Mais du coup, est-ce que Mais j'aime bien aussi le rock'n'roll, donc je suis un peu paradoxale. Il en faut. Suis-je la seule? Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des moments, des blocs de temps pour Bold? Là, c'est management, là, c'est pilotage, là, c'est rendez-vous. Comment tu organises un petit peu toute cette aventure? C'est vraiment ce que je suis en train de faire. D'accord. J'arrive grosso modo à m'y tenir. Et ça a été vraiment une des grandes évolutions de cette année. Enfin, j'ai commencé un petit peu l'année dernière, mais après, je perdais un peu le fil. Tu vois, j'avais du mal à être persévérante. Tu vois, autant, tu vois, quand je me suis mis au sport, ce qui a fait la différence, c'est vraiment par rapport à avant, parce que j'avais essayé de faire du sport avant, mais pareil, je le faisais un petit peu comme ça, c'est-à-dire tu le fais pendant un mois ou deux, puis t'arrêtes. Voilà. Là, j'ai persévéré ça fait 3 ans et demi maintenant que je fais du crossfit et finalement divers sports, et je persévère. Donc, tu vois, j'abandonne jamais vraiment. Maintenant, c'est fini, je pense que j'abandonnerai plus. Et il y a aussi des coachs. Et il y a aussi des coachs. Il y a aussi un entourage. Exactement. Le crossfit, tu le fais individuellement, mais en fait, tu es toujours en collectivement, groupe. Ouais. Après, j'ai fait un peu de personal training, mais c'est vrai que tu es quand même un peu en groupe. Et puis, les routines, c'est pareil, tu vois. Je pense que je les mets en place, puis j'ai un peu tendance à abandonner, et puis je les remets en place, et puis j'abandonne. Pour l'instant, je ne suis pas encore passée au moment où j'arrive à être vraiment sur ma ligne et persévérante, parce que j'ai encore un peu de folklore. Puis bon, tu as toujours un gamin malade, un machin, qui fait que tu perds un peu tes rythmes, alors tu essaies de les recaler, bon, voilà. Mais quand même, ça commence à venir, et effectivement, je me crée un peu des slots spécifiques pour faire telle ou telle chose. Et en fait, aussi, je dirais que Bold m'aide à ça, puisque comme on a beaucoup processé, si tu veux, par exemple, quand on travaille sur le recrutement, j'ai un moment dans la semaine où je m'occupe du welcome, donc je réponds à tous les messages du welcome. Et un moment dans la semaine où je vais prendre tous mes rendez-vous avec les nouveaux. Les candidats. Et puis un moment où je vais m'occuper de l'onboarding, tu vois. Donc, c'est en train de se faire, en fait, et c'est lié aussi à Bold et à la façon dont on fonctionne. Ça tombe bien, puisque comme on est en train de mettre des process, et puis quelque part, on a tous des responsabilités. Donc, moi, par exemple, là, je suis vraiment sur les RH et le market. Du coup, j'ai un petit peu des comptes à rendre dans les réunions. Donc, du coup, tu es un peu obligé de te créer une routine. Puisqu'on a cette réunion build le mardi, qui est une vraie routine qu'on essaie de faire courte, efficace, tu vois, comment dire, un peu pushy, tu vois, on sait pas de la réunionnite, où on essaie, bon, de temps en temps, ça nous arrive de nous étendre sur 2-3 heures parce qu'on a des choses à se dire, mais en tout cas, il y a une première partie de réunion où vraiment on fait, on déroule un peu, on est nombreux maintenant, donc on déroule vraiment le truc, et déjà, ne serait-ce que préparer cette réunion, créer une forme de routine. Et tout à l'heure, tu disais aussi, tu lis beaucoup? Ah oui, ça, je lis beaucoup. Est-ce que tu as un top 3 des livres, top 2 des livres que tu pourrais partager là? Celui que tu offres le plus? Non, tu me cueilles un peu parce que j'en ai trop.
Ceux du moment. C'est super cool, il faudrait que je travaille là. Il faudrait que j'ai ça, en fait. Je vais me faire ça à l'avenir, un top 3, parce que j'ai tellement de bouquins. Alors, écoute, je lis énormément. Après, j'ai une méthode de lecture qui est très personnelle. Je lis entre 2 et 3 livres par semaine, vraiment minimum. Mais je lis et je relis. Donc, je lis beaucoup de choses, très diverses. Je ne lis plus de romans depuis maintenant une dizaine d'années, parce que je ne suis plus capable. C'est comme les séries. Quand je lis un roman, ça m'arrive. Mais c'est comme quand je regarde une série, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, je peux passer la nuit et me coucher à 6h du mat et aller bosser à 8h, c'est pas évident. Oui. Je suis incapable de m'arrêter. Les séries, c'est pareil. C'est très difficile pour moi de regarder une série, donc je prends vraiment... je me prends un week-end, un moment où c'est pas grave, parce que quand je suis lancée, j'arrive plus à m'arrêter, j'ai plus tout sommeil, il faut que je regarde la suite. Enfin, c'est un peu... On a tous nos petits tocs, hein, mais voilà. Je suis un peu pareil. T'es un peu pareil. Oui. Non, mais je crois qu'on est nombreux au final. Et les bouquins, c'est pareil. Si le roman m'accroche, alors s'il m'accroche pas, j'abandonne au bout de 10 pages. D'ailleurs, les bouquins en général. Et s'il m'accroche, voilà, je vais te dire une chose. Et alors, j'ai des sujets d'intérêt qui sont très, très, très variés en matière de lecture. Et en général, quand je m'intéresse à un sujet, je suis capable d'acheter 40 livres autour du même sujet. Et même si je lis 40... Donc, 10 fois au 40e, je vais peut-être un petit peu diagonaliser ma lecture, tu vois. Parce que je sais que ça, je l'ai déjà un peu vu et lu, donc je ne vais pas m'étendre trop. Donc aussi, après, j'ai une méthode de lecture. Et puis, il y a des livres où je vais les passer en diagonale pour voir si j'ai une info. Et après, je vais les relire une deuxième fois plus tranquillement. Mais j'ai besoin d'absorber l'information, toute l'information, et après de relire. J'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien avoir la big picture et après les détails. Donc, je fais beaucoup ça aussi. Toi aussi, ouais, tu vois. Je fais intro, conclusion, dès que j'ai le bouquin. Ouais, c'est ça. Et après, pareil. Je vais piocher avec le sommaire, le 2 et le 5e chapitre. Et après, je balaye. Alors, je les lis souvent quand même en entier parce que j'ai un petit problème, c'est que j'aime pas louper une info importante. Non, mais pour lire autant, j'arrive pas Alors, j'ai beaucoup de Kindle maintenant parce que quand même, tu vois, ça prend une place de ouf. Quoi, je veux dire. Donc, quand il n'y a pas en Kindle, j'achète en livre, mais j'ai beaucoup de Kindle. Donc, je ne veux pas te donner des livres, mais je vais te donner des thèmes. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est lire des bouquins autour de sujets. Alors, par exemple, il y a un sujet qui m'a beaucoup passionnée, c'est la physique quantique. Oui. Je me suis énormément intéressée à ça. J'ai eu une période en 2019, là, sur la deuxième moitié de 2019, où j'ai lu beaucoup de livres, des physiciens, mais tu vois des gens comme Philippe Guillemot ou Valéz Artarian, ou des gens comme ça. Donc, c'est de la physique quantique avec un côté quand même... spirituel, parce que bon, c'est aussi l'idée, mais il y a quand même c'est des scientifiques, donc il y a quand même des trucs. Enfin, franchement, quand je lisais Philippe Guillemot, il y a des moments je comprenais pas tout. Je vais pas te mentir, j'ai quand même pas mal boycotté la physique au lycée, donc je me suis rendu compte à ce moment-là. Donc, mais voilà, je lis quand même. Je comprends pas, mais je lis quand même. Tu fais l'effort. Je magasine l'info en me disant. Peut-être qu'au bout de la 4e fois que je vais le lire, je vais comprendre quelque chose. Bon, je lis quand même. Et puis en plus, comme je m'intéresse beaucoup à l'aviation, à côté de ça, je suis un peu obligée de faire de la physique. Donc du coup... Tu pilotes ? Je passe mon brevet de pilote. Oh yes, génial. Bon. Et du coup, je suis obligée de m'intéresser à ce truc que j'avais vraiment boycotté. Donc voilà. Ça c'est ma grande première passion. Ah ouais ? Moi aussi, c'était ma passion et je me suis lancée là. Génial. C'est récent. Bravo. Ouais, c'est... Puis, bon, bref, voilà. On fera un autre épisode là-dessus. Que là-dessus. Et voilà, donc la physique quantique. Et donc, voilà, je te donnais des livres vraiment que je trouve fascinants et passionnants. Après, j'aime beaucoup lire des trucs sur les philosophes, comme Spinoza, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais bon, je ne vais pas lire Spinoza parce que j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, tu vois. Donc, je vais lire des gens qui écrivent sur Spinoza, comme des gens qui écrivent sur Proust, qui est vraiment passionnant aussi. Donc, je vais pas lire Proust. Enfin, j'ai lu Proust, mais je l'ai lu à un âge où j'avais pas... Il faudrait que je le relise, en vrai, tu vois. Voilà. Parce que tu lis pas Proust à 20 ans comme tu lis Proust à 40 ans avec le background que j'ai aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Mais bon, du coup, j'aime bien... Et puis comme j'aime bien manger beaucoup d'informations, j'ai pas une lecture. Je lis pour apprendre. C'est un de mes bons amis qui m'a d'ailleurs remis ma décoration du Mérite national après mon mandat au CNB, qui avait fait d'ailleurs un très très beau discours et qui m'a dit ça. Il m'a dit tu lis pour apprendre. Et j'ai dit c'est exactement ça. Je lis pour apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Donc mes lectures vont être orientées. Et je peux lire n'importe quoi.
à ce tarif-là. Bien sûr. Et tu apprendras toujours quelque chose. Tu reliras toujours quelque chose à un autre domaine. C'est ça. Et 3, 4, 5, 10 ans après, il y aura une connexion qui sera améliorée par tout ça. Voilà. Tu vois, donc à un moment donné, je me suis intéressée à des écrivains spécifiques. Mais en réalité, je suis très éclectique dans mes lectures, vraiment. Sur l'aviation, tu lis des choses ? Par la force des choses, il y a un peu de théorie quand même. C'est pas comme passer son brevet, son permis moto, ni bateau, on va pas se mentir. C'est les premiers pilotes comme Saint-Exupéry, Mermoz. Alors non, pas encore. Mais je vais y aller. Non, pour l'instant, je suis plutôt au niveau des crashs aériens. Je suis pas sûre qu'on devrait en parler. Ah là, c'est parfait. Juste au moment. Voilà. Je lis des trucs sur l'erreur humaine. Tu lis Souli, tu lis celui qui s'est posé sur le stone. Vachement, j'adore. Je lis vachement de trucs là-dessus. C'est horrible, là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, les boîtes noires, les machins, bon bref. Génial. Et ça te prend, du coup, t'as commencé quand ? Le brevet. Alors bon, si mon instructeur m'entend, coucou Patrice, c'est vrai que là, j'ai pas été hyper persévérante ces 2 derniers mois, toujours les mêmes raisons. Oui, mais bon. Bon, après c'est l'hiver, j'aurais fait de toute façon beaucoup de théorie. T'as attaqué au printemps d'année ? Oui, j'ai commencé, c'est ça, à peu près avril-mai. D'accord. Je sais plus exactement. Tu vas où ? À Toussus. Ok. Toussus-le-Noble, ouais. Ok, d'accord. Et c'est quoi l'avion ? C'est un Piper. Yes. J'ai fait aussi de l'aéromodélisme, moi, parce que à 12-13 ans, il faut que je me remette dedans. Là. À 12-13 ans, j'arrivais pas, je pouvais pas passer le brevet. Ah bah ouais. Et du coup, je faisais voler les petits avions. Ah, c'est super. Fascinant. Ah bon, on va pouvoir en reparler. Ah là, oui, avec plaisir. C'est souvent, c'est vraiment un sujet. Enfin, moi, je suis passionnée. Vraiment, je suis une gamine, quoi. Je regarde les avions décoller et atterrir, mais sans m'arrêter, sans aucune limite de temps. C'est de la méditation. Ah oui, ça c'est pareil. Voilà. J'ai eu la chance d'aller sur le Charles de Gaulle, aller voir la patrouille de France ou voir la NASA. Enfin, voilà, je suis un enfant. Génial. Je suis un enfant. Ok, on se fera un autre épisode et on prendra des nouvelles de Bold, avec plaisir. Qui sera du coup une entreprise de conseil et qui accompagnera aussi sur l'expertise comptable. Ouais, génial. Voilà, c'est ça. On veut donner à nos entrepreneurs tous les moyens possibles et imaginables pour réussir leur aventure entrepreneuriale et qu'ils aient à leur côté des gens solides sur qui ils peuvent compter. Super. Je finis toujours cette conversation par poser une petite question très très ouverte parce que j'ai compris que là on enregistre des aventures, des parcours de vie. Et tu nous en as parlé, tu es une maman. Est-ce que tu as un petit message pour tes enfants qui écouteront cet épisode dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? De toute façon, si tu veux, je leur ai déjà donné l'éducation qui me semble être la plus intéressante pour eux. Je crois qu'il faut développer au maximum son indépendance, sa capacité à ne dépendre finalement de rien. Même pas de sa mère. Oui. Et quand on dépend d'elle, de toute manière, il faut la déconstruire. Tu finis chez le psy. Donc, j'essaie d'éduquer des gens très autonomes, très indépendants, qui, pour autant, s'aiment énormément, seront toujours là les uns pour les autres et savent que le plus important dans ce monde, c'est les autres et ce qu'on construit avec les autres. Donc, ils le savent déjà. Je pense qu'ils sont très fiers de leur mère et moi, je suis très fière d'eux. Donc, on a déjà une relation franchement assez extraordinaire avec mes enfants. Je leur souhaite surtout d'adopter aucun masque, de ne correspondre à rien qui leur soit imposé par une autre personne qu'eux-mêmes. Génial. Merci beaucoup Clarisse. C'était une superbe conversation, une très belle aventure. On aurait dû être 3,
Et Oui. donc, on embrasse Serge qui n'a pas pu se joindre à nous. Ça aurait été très différent s'il avait été là. Ça aurait été très différent, donc il n'y a pas de hasard, c'est toujours comme ça, c'est très très bien. Et il écoutera du coup tout ce qu'on a dit sur lui et sur Bold. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaël. Et beau succès, belle aventure encore avec Bold. Merci. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslestudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!